Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Mon incroyable harem dans DxD. Chapitre 241, de retour à la maison après le duel. Monde humain, Japon, Kuo. Peu après la fin du duel entre James et Sirzek, les habitants du domaine d'Alavru, accompagnés d'Issei, Asia, Irina et Janshiro, observèrent Sirzek se préparer à attaquer James. À cet instant, la pièce était remplie d'une surprenante envie de tuer. Ce fils de pute, hurla Léona. S'il commet cette agression, je ferai en sorte qu'il le regrette toute sa vie. Normalement, Cassiel aurait été le premier à tenter de calmer sa femme. Cependant, comme Léona, il dégageait une forte intention meurtrière. Au même moment, Ria regardait la télévision, triste et déçue. Heureusement, Sirzek baissa la main sans attaquer James. Après cela, le silence s'installa dans la salle pendant quelques minutes. Dans ce silence, tous regardèrent James se téléporter loin du champ de bataille temporaire. Puis, un cercle de téléportation apparut. Au début, tous pensèrent qu'il s'agissait de James et se préparèrent à se ruer sur lui. Cependant, en voyant la marque sur le cercle, ils comprirent qu'il s'agissait de Greffia. « Bonsoir », dit Greffia de son ton habituel, impassible. « Je suis venu sauver Dame Ria à la demande de Dame Grémory. »« Mon Dieu, que peut-elle bien vouloir ?» demanda Ria, perplexe. « Elle aimerait voir Lord Lucifer comme un membre de sa famille et demande sa présence », a expliqué Greffia. « Oh, c'est parfait », dit Ria, la colère brûlante dans les yeux. « Bref, il faut que je parle à mon frère. » Très bien, dit Greffia sans changer d'expression. Alors, permettez-moi de vous escorter jusqu'aux enfers, Dame Ria. Ria hocha vigoureusement la tête, puis s'approcha rapidement de Greffia. Après avoir dit au revoir à tout le monde, Greffia se téléporta avec Ria. As-tu ressenti quelque chose d'étrange chez Greffia demanda Cassiel, ayant apaisé sa colère. Elle semblait distraite? Si c'est le mot juste. Ne t'inquiète pas, dit Léona en agitant la main d'un air dédaigneux. Si on doit savoir, on le découvrira. Même si Léona avait dit cela, elle comprenait bien ce qui se passait et pourquoi Greffia avait changé. Venelana lui expliqua que Greffia reconsidérait son mariage avec Sirzek après avoir constaté à quel point il avait changé. Au fait, combien de coups ce combo avait-il à la fin du combat demanda Léona avec enthousiasme. Au moins 2000, répondit Issei avec le même enthousiasme. Mais le lotus primaire a été la meilleure partie du combat. Je sais, n'est-ce pas? Reya se joignit à la conversation. C'est génial de voir James utiliser des mouvements hors de sa manche. Il a également utilisé Morning Peacock dans le rating game avec l'équipe Bael, a déclaré Asia, plus discrètement. Sur ce, la discussion sur le combat de James contre Sirzek, et sur leur combat en général, s'anima. Cependant, une personne n'était pas aussi enthousiaste que les autres. Dis donc, vieille sorcière, dit Yuzuki d'un ton sérieux. Toguro est-il plus fort que James? Eh bien, selon les normes du monde des esprits, Toguro est un démon de rang B de pointe, dit Janké. Dans le reste du monde surnaturel, il serait au sommet de l'échelon supérieur. Et James est au début du rang de dieu principal, ou rang SS selon les normes du monde des esprits. Il occupe une position plus élevée. Yuzuki pâlit en entendant cela. Il n'a que 4 ans de plus que moi, non, pensa Yuzuki. Comment est-il si fort? C'est parce qu'il n'est pas un crétin comme toi, dit Janké, répondant à la question dans l'esprit de Yuzuki. Surpris, Yuzuki ouvrit la bouche pour répondre. Oh, super, la vieille sorcière peut lire dans les pensées maintenant, dit Yuzuki, mal à l'aise. Je ne peux pas lire dans les pensées, idiot, dit Janké en levant les yeux au ciel. Mais lire tes pensées en regardant ton visage stupide est un jeu d'enfant. Cette fois, lorsque Janké commença à parler, pour une raison inexplicable, la salle se tut. À ce moment-là, tous entendirent la déclaration de Janké. Puis, à l'unisson, tous acquiescèrent. Réalisant cela, Yuzuki s'apprêtait à attaquer, comme toujours. Cependant, il croisa le regard de Skatash et toutes ses plaintes s'éteignirent dans sa gorge. Le simple souvenir de la punition reçue pour avoir parlé à Skatash une fois pendant l'entraînement le fit frissonner. Elle est bien plus effrayante que Toguro quand il a détruit ce garage, pensa Yuzuki en tremblant. À ce moment-là, un autre cercle de téléportation apparut dans la pièce. Cette fois, c'était celui que tout le monde attendait. Dès que le cercle magique disparut, James apparut à sa place, avec son sourire habituel. Et, je suis? Waouh, commença James avant d'être approché. Heureusement pour James, son physique était suffisamment fort pour l'empêcher de tomber au sol. Tu es tellement fort, Nya, dit Kuroka avec excitation, en enlaçant James de ses bras et de ses jambes tout en frottant son visage contre son torse. Faisons des chatons, Nya. Faisons des chatons avec moi, Nya. Debout juste derrière Kuroka, Léona était stupéfaite. Elle utilisa Flash Step de toutes ses forces pour être la première à serrer James dans ses bras. Cependant, Kuroka la devança. Un instant plus tard, Cassiel s'approcha de Léona et lui tapota l'épaule. Tu es rapide, chérie, c'est indéniable, dit Cassiel d'un ton souriant. Mais tu n'es encore qu'au niveau intermédiaire. Quelle que soit ta vitesse avec Flash Step, un niveau final comme celui de Kuroka est hors de ta portée. En entendant cela, Léona eut l'impression d'être foudroyée. Certes, elle ne s'était jamais souciée de devenir plus forte.
Cependant, l'idée de ne pas être la première à tenir le bébé dans ses bras à son retour d'une bataille fit craquer quelque chose en elle. Bien, s'exclama Léona. Jusqu'à ce que je sois au moins en tête du classement final, je m'entraînerai tous les jours, sans faute. Personne ne pourra jamais me battre pour accueillir mon bébé à la maison avec un câlin. La déclaration de Léona fit que tout le monde dans la salle la regarda avec des expressions étranges. Tous sauf Kuroka, toujours accroché à James, et Koneko, qui tenait sa sœur aînée par la queue et essayait de l'éloigner de James. Vos motivations sont certainement uniques, dit Evangeline en regardant Léona avec incrédulité. Oui, mais tant qu'elle deviendra plus forte, personne n'aura à s'inquiéter autant pour elle, haussa les épaules Irène. Je pense que c'est vrai, dit Evangeline en haussant les épaules comme Irène. Cependant, à cet instant, une puissante pression s'abattit sur la pièce. Lorsqu'ils en examinèrent la source, ils furent surpris de voir Scatache fixer Léona avec insistance. Je te demanderai ces mots, Léona, dit Scatache avec intensité. Et si je te surprends à te relâcher, ma punition sera rapide. Ce n'est qu'à ce moment-là que Léona réalisa ce qu'elle avait fait. Elle avait pratiquement prêté serment devant Scatache, qui les prend très au sérieux, étant liés par un serment, ou un jas si vous préférez, depuis un millénaire. Non, dit Léona. Mais qu'est-ce que je viens de faire? Avec un sourire, Cassiel tapota à nouveau l'épaule de Léona. Puis il s'avança, avec l'intention de féliciter James pour sa victoire. Cependant, juste avant que sa main ne se pose sur le dos de son fils, il reçut un violent coup de pied. Tu essaies de me devancer, toi aussi, Cass, demanda Léona d'un ton menaçant en serrant James dans ses bras. Tu es peut-être mon mari, mais je ne te le permettrai pas. Puis, alors qu'elle finissait de parler à Cassiel, l'expression de Léona se transforma en un sourire éclatant alors qu'elle tournait son attention vers James. Bon retour, ma chérie, dit Léona d'un ton affectueux. Félicitations pour ta victoire. Merci, maman, répondit James avec un sourire ironique en la serrant dans ses bras. Je me sens beaucoup mieux maintenant que j'ai évacué toute cette négativité. C'est bon à entendre, dit Cassiel avec un sourire gêné en serrant sa femme et son fils dans ses bras. Enfin, retenir toute cette colère ne t'a pas fait du bien. Oh, et tu t'en es très bien sorti. Merci, papa, répondit James avec un sourire. Après que ses parents eurent fini de le féliciter, James fut rapidement entouré de tous. Les plus excités, bien sûr, étaient ses amis, un peu plus enthousiastes après l'avoir vu se battre. Le groupe suivant était composé de ses fans de manga. Ils n'arrêtaient pas de lui demander quels autres mouvements il pouvait réaliser. Finalement, l'agitation s'est calmée et tout le monde s'est assis sur les canapés, avec Koneko et Ravel chacun assis sur l'une des cuisses de James, tandis qu'Ofi était assis sur ses épaules. Maintenant que le duel est terminé, la prochaine étape est le voyage au paradis, n'est-ce pas? Demanda Akeno en souriant. C'est dommage que seul toi et ta noblesse ayez été invités. En fait, maman était aussi invitée, dit James en souriant. Apparemment, Gabriel voulait la voir aussi. Tu n'en as pas parlé avant, dit Léona, assise sur les genoux de Cassiel. J'étais trop concentrée sur le duel, dit James avec un haussement d'épaule qui fit se courber Ofi comme si elle chevauchait un taureau mécanique. Fais-le encore, dit Ofi d'une voix monocorde. Au lieu de répondre, James se contenta de hausser les épaules à plusieurs reprises tandis qu'Ofi lui attrapait les cheveux. Bien que son expression ne changeât pas, il était clair pour quiconque prenait la peine de le regarder qu'il s'amusait, rien qu'à son regard. Quand irons-nous au paradis, mon disciple? Demanda Scatache avec curiosité. On le fera le week-end prochain, répondit James. Je vais y aller doucement ce week-end. Et si tu me le permets, j'aimerais me reposer de l'entraînement d'aujourd'hui et de demain. Je pense que tu as mérité une pause, répondit Scatache avec un petit sourire. Pendant les minutes qui suivirent, le groupe continua de parler du voyage au paradis, tandis que quelques autres jouaient à des jeux vidéo et discutaient en petits groupes. Cependant, Kahlua finit par aborder un sujet qui fit interrompre tout le monde et regarder James avec impatience. Alors, James, qui ajoutes-tu à ton deuxième titre? Demanda Kahlua avec un sourire innocent et éclatant. Je peux me joindre à toi? Tu es dans la moyenne du classement final, dit James en examinant Kahlua. Ce n'est pas mal, mais sais-tu te battre? Eh bien. Commença à bégayer Kahlua en détournant le regard timidement. Soupir. Oui, elle sait se battre, dit Akua en secouant la tête. Mais quand ça arrive, elle perd le contrôle et devient furieuse. Akua, gémit Kahlua. Si tu lui dis ça, il ne m'acceptera pas. Et comment penses-tu qu'il réagira s'il l'apprend pendant un jeu de classement? Demanda sèchement Akua. Je veux dire, je lui aurais dit, avant ça. Dit Kahlua, sa voix s'éteignant à la fin. Bien sûr que tu l'aurais fait, dit Akua en levant les yeux au ciel. En plus d'être une berserker, elle est incroyablement forte, ajouta Moka. Elle est née avec une force surhumaine. C'est vrai, je suis très forte, acquiesça Kahlua avec un sourire en fléchissant ses bras fins qui semblaient incapables de supporter quoi que ce soit. Dangereusement forte, a ajouté Evangeline, ayant expérimenté la force de Kahlua de première main à travers ses câlins. Je suppose que tu devrais commencer à y réfléchir sérieusement, demanda James. Bon, maintenant que le duel est terminé, je peux me concentrer un peu là-dessus. Je me demande qui sera ta deuxième reine, demanda Marie. Cette question a déclenché une autre discussion où les gens ont jeté leurs suppositions dans le chapeau.
Je parie qu'il demandera à Irène ou à Évangeline, dit Sona, ajoutant sa propre opinion. Après tout, ce sont elles les plus fortes ici. Et Isa, demanda Cassiel avec un sourire moqueur. Il est aussi au rang de dieu mineur. Si elle choisit mon père, elle ne me fera plus jamais de cadeau avant longtemps, dit Moka avec une expression impassible. Eh bien, je suppose qu'Issa ne sera pas ma deuxième reine, répondit James avec un sourire. Non pas que cela me soit venu à l'esprit en premier lieu, pensa James. Tandis que tout le monde s'amusait et discutait de la seconde péri de James, un autre cercle de téléportation apparut dans un coin de la pièce. Lorsqu'ils le remarquèrent, ils interrompirent leur conversation pour voir à qui appartenait le cercle magique. Remarquant la marque de Grémory sur le cercle magique, ils s'attendirent au retour de Ria, et ils eurent raison. Cependant, à leur grande surprise, Venelana l'accompagna. Une fois la téléportation terminée, Ria s'avança vers James. Remarquant que son expression n'était pas très bonne, James déposa calmement Koneko, Ravel et Ophi au sol. Il ouvrit ensuite les bras à Ria, qui s'assit aussitôt sur les genoux de James et enfouit son visage dans sa poitrine. « James, tu aurais dû le frapper plus fort, » dit Ria entre deux sanglots étouffés. « Que s'est-il passé ?» demanda James d'un ton sérieux. « Laissez-moi vous expliquer, » dit Venelana en se joignant à la conversation. Venelana raconta donc à tout le monde ce qui s'était passé lors du court voyage du clan Grémory chez Sirzek. Après cela, Sirzek reprit ses grossièretés. Lassés de parler de Sirzek, la plupart, James compris, décidèrent d'aller se coucher et James emmena Ria dans sa chambre. James remarqua également, en observant tout le monde avec son détecteur de présence, Ruruko poussant Janshiro vers l'ascenseur. Chapitre 242, le véritable plus fort des enfers. Monde humain, Japon, Kuo. Le lendemain matin, quelques minutes après 11 heures, l'atmosphère au deuxième étage du manoir était calme et paisible. Malheureusement, une personne dans la maison n'avait aucune intention de le quitter. Toc. Toc. James, réveille-toi, cria Kalua en frappant avec excitation à la porte de la chambre de James. Pendant ce temps, James était encore au lit, décidé à dormir après une semaine d'entraînement et de duels ultra intenses. Comme James, Ria dormait à ses côtés après que James l'ait porté dans sa chambre après le rendez-vous raté avec son frère la veille. Hug. Quelle heure est-il ? Demanda James en se frottant les yeux. Et pourquoi quelqu'un m'embête-t-il le matin ? James, va ouvrir la porte et dis-leur de partir, dit Ria d'une voix endormie. Si nous ne réagissons pas, ils pourraient disparaître d'eux-mêmes, marmonna James en se retournant et en essayant de se rendormir. Tu sais que je peux t'entendre, dit Kalua en commençant à frapper plus fort. Pendant la minute qui suivit, James lutta de toutes ses forces pour sortir du lit. Cependant, Ria finit par s'irriter des coups incessants et multiplia les tentatives pour le forcer à sortir. D'accord, mais si je dois sortir du lit, tu dois le faire aussi, dit James d'un ton irrité. Après cela, James retira les couvertures de Ria, qui essayait elle aussi de se rendormir. Une fois les couvertures retirées, Ria, comme prévu, se révéla nue et attrapa les couvertures, les yeux fermés. Puis, James sortit du lit et souleva Ria comme une princesse. Non, tu vas te lever aussi, dit James. Cependant, Ria était totalement indifférente. Au lieu de lutter pour retourner au lit, elle se blottit simplement dans les bras de James. Naturellement, James resta un instant abasourdi. Il s'attendait à ce qu'elle se débatte, ce qui finirait par la réveiller. Tu peux descendre seul, ou je te laisserai descendre le plus rapidement possible, dit James en fronçant les sourcils. Non, tu ne le feras pas, dit Ria avec un doux sourire en ajustant sa position dans les bras de James. Sachant qu'il avait raison de la quitter, James eut une idée brillante pour réveiller Ria. Il entra alors dans la salle de bain, Ria dans les bras, et ouvrit le robinet de la douche. En entendant la douche s'ouvrir, les paupières de Ria battirent tandis que le sourire sur son visage disparaissait lentement. Il ne ferait pas ça, n'est-ce pas, se demanda Ria. Mais elle sentit alors James ajuster sa position pour pouvoir la soutenir d'un bras. Puis elle entendit le bruit d'un tissu glissant sur sa peau. Est-ce qu'elle vient d'enlever ses sous-vêtements, pensa Ria. Non, elle essaie juste de me faire peur. Et, Kalua, cria James en direction de la porte de la chambre. Donne-moi juste une demi-heure. Je vais prendre une douche et je sors. D'accord, dit Kalua, la tête haute. Je serai dans la pièce. Compris, cria James en retour. Ah, alors elle utilisait le bruit de la douche pour faire partir Kalua, pensa Ria, le sourire aux lèvres. C'est une excellente idée, je devrais essayer aussi un jour. Dernière chance, Riri, dit James d'un ton narquois. Tu te lèves ? Ou vais-je devoir prendre des mesures plus drastiques ? Au lieu de répondre, Ria a ajusté sa position pour être plus à l'aise et a continué à sourire doucement. D'accord, ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance, dit James avec un sourire malicieux sur son visage. Puis, un cri assourdissant se fit entendre, résonnant dans toute la propriété. Une demi-heure plus tard, James et Ria descendirent au salon, Ria faisant la moue et refusant de regarder James alors qu'il riait d'amusement. Ah, Ria, qu'est-ce qui ne va pas ? Demanda Venlana, qui avait passé la nuit à discuter avec Léona, Irene et Évangeline, avec un sourire amusé. Tu as crié si fort tout à l'heure. À ces mots, Ria frissonna, refusant d'en parler. James, lui, ne put s'empêcher de rire. Ce n'est pas drôle, cria Ria. Putain, c'est pas vrai, dit James en riant toujours.
On a ce qu'on mérite. Sérieusement, que s'est-il passé? Demanda Léona. Vu le volume des cris de Ria, je suis sûre que c'était plutôt drôle. Sérieusement, on en est arrivé au point où on peut juger du rire d'une farce par la force des cris de la victime, demanda Sona en ajustant ses lunettes. Où est le monde? La culture progressera toujours, Sona, dit James sur le ton d'un expert avisé. Au lieu de donner de la dignité à l'idiotie de James avec une réponse, Sona leva simplement les yeux au ciel et retourna au livre qu'elle lisait. Au fait, que s'est-il passé? Demanda Léona d'un ton curieux. Cependant, Ria a refusé de répondre. Ce n'était pas aussi terrible que Ria le laisse entendre, dit James en souriant et en haussant les épaules. Quand Kalua a frappé à ma porte, Ria a essayé de me faire lever et de faire partir Kalua. Vous êtes vraiment méchants tous les deux, dit Kalua d'une voix provenant d'une autre pièce. J'avais quelque chose de très important à vous dire. Bref, décidant que je ne serais pas la seule à sortir du lit, j'ai attrapé Ria et je suis allée à la salle de bain. Puis j'ai ouvert le robinet de la douche. Tu ne l'as pas fait, dit Léona, essayant de réprimer le rire qui surgissait de son imagination. Tu pourrais le laisser finir, dit Venlana en tapotant l'épaule de Léona d'un air espiègle. Vas-y, Thiago. N'oublie pas que j'ai donné à Riri 2 chances de se lever toute seule, dit James. Mais elle s'est simplement installée confortablement dans mes bras et a fait semblant de dormir. Renifla Ria. Alors je l'ai mise sous la douche, dit James, son sourire devenant de plus en plus malicieux à chaque seconde. Mais le simple fait d'être mouillé ne devrait pas suffire à te faire crier comme ça, dit Venlana en regardant Ria avec un sourire. Surtout que tu étais probablement déjà nue, dit Akeno. Je veux dire, même si vous n'avez pas couché ensemble, Ria ne dormirait pas habillée. Vêtements ou pas, ça n'avait aucune importance, s'écria Ria avec indignation. Tu crierais aussi si l'eau était gelée. Tu l'as fait, s'exclama Léona avec enthousiasme. Oui, répondit James avec un sourire et un hochement de tête satisfait. Je parie qu'il s'est réveillé assez vite après ça, dit Léona avec enthousiasme. Au fait, où est Kalua? Demanda James. C'est elle qui est à l'origine de tout ça, et elle a dit qu'elle serait là. Je suis là, dit Kalua en courant dans le salon depuis la cuisine avec des miettes de biscuits dans la bouche. Kalua sent, dit Koneko d'un ton menaçant en remarquant les miettes sur le visage de Kalua. Tu as encore fouillé dans ma réserve de snacks? Non, bien sûr que non, dit Kalua en essayant de paraître aussi innocente que possible. D'où viennent ces miettes? Demanda Koneko sur le même ton. En réponse, Kalua s'essuya la bouche aussi vite qu'elle le put, gardant son expression innocente tout le temps. Quelles miettes? Demanda Kalua avec un doux sourire. Naturellement, James ne pouvait pas comprendre pourquoi Kalua passait autant de temps à essayer de le réveiller jusqu'à ce que la colère de Koneko s'apaise. 20 minutes plus tard, James était assis sur le canapé, Koneko sur ses genoux. De temps à autre, Koneko ouvrait la bouche et James lui glissait un biscuit ou un autre encas. Sans les câlins de James, la petite Neko aurait peut-être continué à gronder Kalua bien plus longtemps. Pendant ce temps, Kalua était par terre, assise en position Seiza avec une pancarte accrochée autour du cou sur laquelle était écrit « J'ai volé le déjeuner de quelqu'un d'autre, alors je suis puni ». Alors, Kalua, de quoi voulais-tu parler de si important? Demanda James en grattant derrière les oreilles de chat de Koneko. C'est vrai, dit Kalua en sautant sur ses pieds. Retour à Seiza, dit Koneko d'un ton sévère. Oui, madame, répondit Kalua en position Seiza. Au même moment, les sœurs Shuzen observaient la situation avec admiration. Sœur Akua, c'est une illusion, n'est-ce pas? Demanda Kokoa, incrédule. Je n'en suis pas sûre pour l'instant, répondit Akua. Imaginez que Kalua écouterait quelqu'un comme ça. C'est presque impossible de la faire rester longtemps au même endroit. Eh bien, même tante Léona ne plaisante pas sur le vol des friandises de Koneko, dit Moka. C'était drôle quand ça arrivait. Revenant à sa conversation avec James, Kalua leva les yeux vers James depuis sa position sur le sol avec un sourire éclatant sur son visage. Testez-moi pour voir si je suis assez fort pour rejoindre votre noblesse, dit Kalua. Pourquoi es-tu si pressé? Demanda James avec curiosité. Parce que toi et ta noblesse avez le droit d'aller au paradis, et je veux voir ça, répondit directement Kalua. Je suppose que c'est logique, répondit James en lui caressant le menton. Mais je ne sais même pas s'ils m'accorderont mon 2e titre. Eh bien, ce serait assez simple à comprendre, n'est-ce pas? Dit Venlana en créant un cercle de communication dans sa main droite. Un instant plus tard, Venlana plaça le cercle magique près de son oreille droite. Puis, quelques instants plus tard, le cercle magique s'illumina un peu plus, signifiant que la connexion était établie. Bonjour, Greffia. Oui, j'ai une question pour toi. Oh, si tu es occupé, je suis sûre que ça peut attendre. Ok, je te répondrai plus tard, dit Venlana en parlant dans le cercle de communication. Bon, je suppose qu'on n'a pas de réponse pour l'instant. James haussa les épaules. Puis il assit Koneko sur le canapé à côté de lui avant de se lever. Bon, j'ai faim. Je vais te préparer le petit déjeuner, cria Chion. Pour des jeux vidéo, continua James, maladroitement. J'ai vraiment envie de tabasser quelqu'un. J'irai peut-être chez Zies jouer avec lui. Et ainsi, James s'enfuit de l'ennemi le plus terrible auquel il ait jamais été confronté, la nourriture de Chion. Et, il est parti, dit Misor en regardant James courir dans la rue. Je me demande s'il avait si peur qu'il a oublié qu'il pouvait se téléporter, demanda Raya en regardant James s'enfuir.
Même s'il voulait jouer à des jeux vidéo, il aurait dû rester pour le petit déjeuner, dit Chion en faisant la moue. Après tout, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Bon, il est déjà tard. Voulez-vous que je vous prépare le déjeuner? Le silence se fit lorsque Chion posa la question. Un instant plus tard, la salle se remplit d'excuses pour partir, et ils pensèrent rapidement à leur déjeuner. Tout le monde avait prévu quelque chose, demanda Chion. Dommage. J'ai une très bonne idée de nouvelles recettes. Juste par curiosité, as-tu déjà essayé de cuisiner toi-même, demanda Shuna, la seule personne présente dans la pièce avec Chion, avec curiosité. En réponse, Chion secoua la tête avec un grand sourire sur son visage. Bien sûr, dit Chion. Ne serait-il pas mal pour un chef de refuser aux autres la chance de goûter sa cuisine pour la première fois? Je ne pense pas que ça marche comme ça, dit Shuna. Mais je ne pense pas qu'elle soit attentive. Comme Shuna l'avait dit, Chion était trop occupé à jouer dans la pièce, à se parler de toutes ses idées pour son prochain plat. Voyant cela, Shuna secoua légèrement la tête et se dirigea vers l'ascenseur. James lui avait dessiné de nombreux modèles de vêtements pour qu'elle puisse les reproduire après leur premier rendez-vous, et elle était impatiente de concrétiser ses idées avec sa touche personnelle. Pendant ce temps, dans les rues de Kuo, James marchait lentement vers la résidence Yudu. J'ai vraiment esquivé une balle, murmura James en essuyant une goutte de sueur sur son front. Peu importe ma force, je ne pense pas que la cuisine de Chion soit un ennemi que je puisse vaincre. Avec ce talent culinaire, je suis sûr que Chion est le démon le plus puissant des enfers. Chapitre 243, Ondulation dans les temps. Monde humain, Sicile, Céphalus. Sur la terrasse d'une villa en bord de mer, alors que James s'échappait de l'horreur de la cuisine de Chion, deux hommes étaient assis et regardaient l'enregistrement de son combat contre Sirzek sur une tablette. Le premier, un grand jeune homme à la peau sombre, au regard perçant, cerné de noir, aux longs cheveux châtain foncé et aux traits bleu clair, vêtu d'une cape noire à col montant et d'un pantalon ample noir orné des mêmes motifs tribaux, une paire de griffes rouges autour du cou et un bandeau doré, fixait la tablette d'un regard indéchiffrable. Pourtant, l'intention meurtrière qui transparaissait de son corps laissait deviner qu'il voulait tuer l'un des deux combattants inscrits sur la tablette. Sifflé. Ce gamin est vraiment costaud. Le deuxième homme, un homme d'âge moyen qui paraissait avoir la quarantaine, avec de longs cheveux argentés, une barbe assortie et des yeux argentés, dit en souriant. Il est probablement encore plus fort que mon cher petit-fils. Ce gamin utilise la magie du tueur de dragons, grogna l'homme à la peau sombre. Ce qui signifie qu'il doit mourir. Je sais, et il le fera, dit l'homme aux cheveux argentés, Grisvim livant Lucifer, son sourire s'élargissant. Mais ce n'est pas le moment. Nous avons encore beaucoup à préparer pour la bataille finale. Je n'attendrai plus très longtemps, dit l'homme à la peau sombre, reportant son regard sur la tablette et observant la silhouette de James. Tous les dragons doivent être détruits. Je trouve ironique que le dragon de l'Apocalypse, Acnologia, soit si désireux d'anéantir tous les dragons, dit Grisvim en riant. Quoi qu'il en soit, j'apprécierais que vous ne vous débarrassiez pas des dragons de notre camp avant que mes plans soient finalisés. Tant qu'ils restent hors de ma vue, je peux tolérer leur existence pour le moment, a déclaré Acnologia, ne considérant même pas les dragons autres que Chrome Cruach comme un défi. Alors que Grisvim contrôlait la faction vampire de Tep, le premier dragon ressuscité par Lucifer grâce à elle, équipement sacré de Valérie Tep, le Graal de Sephiroth, fut Acnologia. Cependant, comme il comptait ressusciter les autres dragons maléfiques, Grisvim comprit que laisser Acnologia au château de Tep était une mauvaise idée, et il le transféra donc dans sa propriété privée en Sicile. En fait, nous serons prêts à mettre en œuvre notre plan final dans les prochains mois si tout se passe comme prévu, dit Grisvim avec un sourire narquois. Une fois que j'aurai mis la main sur les recherches de cette petite Valkyrie, je serai encore plus près du but. Tant que tous les dragons sont éliminés, je me fiche de ce que tu fais, dit Acnologia, fixant toujours la tablette. Ciel, 6e ciel. Il est bien plus fort que prévu, dit Uriel, mal à l'aise face à la puissance déployée par James lors de son duel contre Sirzek. Heureusement que nos espions des enfers nous ont fourni cet enregistrement. Sinon, nous ne serions pas préparés si ce gamin se retournait contre l'Alliance. Immédiatement après avoir dit son texte, Uriel sentit quelqu'un l'observer. Lorsqu'il tourna la tête pour voir qui c'était, il fut surpris de trouver sa sœur, Gabrielle, qui le fixait, les larmes aux yeux, la moue boudeuse et les joues gonflées. Au même moment, Michael et Raphaël ne pouvaient que fixer Uriel avec pitié. « Gabrielle, ma sœur, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Uriel d'un ton paniqué. « James est un bon garçon, » dit Gabrielle d'un ton visiblement agacé. « Il ne nous trahirait pas. » Ne sachant comment gérer cette situation, Uriel demanda de l'aide à ses frères. D'abord à Raphaël, qui semblait ignorer son appel silencieux à l'aide tandis qu'il observait un point particulièrement intéressant sur le mur de la salle de réunion. Puis, lorsqu'il tourna son regard vers Michael, celui-ci se contenta d'un sourire doux, sans lui prodiguer le moindre conseil. « C'est bon, ma sœur, je suis désolé, » dit Uriel, incapable de supporter le regard larmoyant de Gabrielle. « Je ne dirai plus jamais une chose pareille. »« Tu savais que tu finirais par t'excuser, » pensa Raphaël. « Alors pourquoi te donner la peine de le dire ?» Tout. Michael toussa légèrement pour attirer l'attention de tous. Dès qu'il put, il changea de sujet, supposant que cela empêcherait Gabrielle de bouder. Greffia Lucifuge nous a contactés pour une question de James à Lavru. Oh, que voulais-tu savoir ? demanda Raphaël. Comme je suis sûr que vous le savez tous,
James a été le premier démon à recevoir un deuxième titre de noblesse, a déclaré Michael. Les 3 autres grands séraphins hochèrent la tête en réponse. Eh bien, James aimerait savoir si seul son noble d'origine pourra entrer au paradis lors de sa visite, a déclaré Michael, transmettant le message aux autres séraphins. Eh bien, ça dépend, dit Uriel en fronçant légèrement les sourcils. Combien veux-tu en amener au total? Le message ne le précise pas, répondit Michael. Combien d'appareils anti-péché avons-nous? A demandé Michael. Nous en avons 14, dit Gabriel d'un ton enjoué. Ça veut dire que James peut remporter son premier titre et 2 de ses deuxièmes titres. Mais votre premier groupe de nobles ne compte que 11 membres, dit Uriel, un peu confus. Alors je devrais pouvoir apporter 3 de vos titres de deuxième noblesse, non? Non, 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 dit Gabriel en désignant Uriel. L'un de ces appareils est réservé à mon amie Léona. Cela signifie que tu peux apporter ton premier titre de noblesse, celui de ta mère, et 2 de tes deuxièmes titres de noblesse, dit Michael avec un sourire doux. Je répondrai à mademoiselle Greffia avec ceci. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Presque au même moment, les 4 grands satans se sont réunis dans la salle de réveil de Sirzek. Bâillement. Tes actions impulsives nous ont causé des ennuis, dit Falbium d'un ton fatigué. Que veux-tu dire? Demanda Sirzek avec indifférence. Il semble que les vidéos de votre deuil se soient répandues assez rapidement dans d'autres panthéons, a déclaré Ajuka. Et en quoi est-ce ma faute? Demanda Sirzek en fronçant les sourcils. Si James avait attendu un moment plus opportun pour me provoquer en duel, rien de tout cela ne serait arrivé. Frappé. Au bruit de la viande qui s'entrechoquait, le silence se fit aussitôt dans la salle. Ce qui surprit tout le monde, et surtout Sirzek, qui venait d'être giflé, fut que ce soit ce rafale qui l'ait frappé. À quoi ça servait? Demanda Sirzek avec colère lorsqu'il reprit ses esprits. C'est ta faute, et la tienne seule, Sirzek, dit ce rafale d'un ton sévère. En entendant le ton de ce rafale et le fait qu'elle n'ait pas ajouté « Chan » au nom de Sirzek, tout le monde fut à nouveau choqué. La dernière fois que ce rafale avait agi ainsi, une forteresse entière, remplie de partisans du vieux Satan, avait été gelée en blocs de glace, avec la forteresse elle-même. Si tu ne l'avais pas provoqué en public, penses-tu que Jekun t'aurait défié en public? Demanda ce rafale d'un ton sévère. Non, si tu ne l'avais pas provoqué, penses-tu qu'il t'aurait défié? Mais est-ce normal qu'il se moque de moi depuis des mois? Demanda Sirzek avec colère. Il te faisait marcher, ou il te disait les choses telles qu'elles étaient, répondit immédiatement ce rafale. Il a dit que tu n'étais pas digne de ton titre. Et pour être honnête, quand j'ai découvert ce que tu as fait du rapport que Greffia Chan a rapporté, je n'ai pas pu être plus d'accord avec lui. Le rapport que Greffia a apporté? Demanda Falbio avec curiosité. Au même moment, Ajuka regardait Sirzek avec scepticisme. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, dit Sirzek en détournant le regard maladroitement. Ne me raconte pas ça, dit ce rafale en tapant du pied. Greffia Chan t'a apporté une copie du rapport publié après le duel de James et Skatash avec les anciens membres du Conseil du Diable, quelques mois plus tôt. En entendant cela, les yeux d'Ajuka et de Falbium s'écarquillèrent d'incrédulité. Ils se tournèrent alors vers Sirzek, qui faillit crier « C'est vrai ?» Une fois de plus, les Sirzek n'ont pas pu maintenir un contact visuel avec les autres satans. Soupir, je ne sais même pas quoi dire, dit Ajuka. Falbium, lui, ne dit pas un mot. Il se contenta de regarder Sirzek d'un air réprobateur. Oh, ce n'est même pas le pire, dit ce rafale, les mains sur les hanches. Quand Greffia lui a apporté les rapports, il les a détruits. Il les a trouvés. Mais cela a déstabilisé les choses lorsque la nouvelle est tombée, a faiblement argumenté Sirzek. Tu veux que je te gifle encore? Demanda ce rafale en fronçant les sourcils. Non, madame, répondit Sirzek en reculant. Bref, on est hors sujet, dit calmement Ajuka. Que ferons-nous si le monde surnaturel tout entier découvre le duel? Ce n'est peut-être pas aussi grave qu'on le pensait, dit ce rafale après avoir pris une grande inspiration et retrouvé sa gaieté habituelle. Que veux-tu dire? Demanda Falbium, les yeux plissés. Aucune des autres factions Panthéon, pas même nos alliés, ne sera ravie d'apprendre que nous avons un autre grand combattant de rang divin. Mais ça devrait aussi avoir un effet dissuasif, dit ce rafale en souriant. Du moins jusqu'à ce qu'il soit certain de la force de Jekun. Heureusement pour nous, il n'a pas eu à se donner à fond pour vaincre Sirzek Chan. Sirzek tressaillit aux paroles de ce rafale, semblable à des poignards, mais il n'avait rien à répondre. Ce rafale a raison, dit Ajuka. Tant qu'ils ne sauront pas s'il peut se battre à égalité avec un adversaire de rang du roi, puisqu'il est réputé pour sa capacité à se battre à un niveau supérieur à son propre niveau, nous aurons un peu de temps avant que quelqu'un décide d'attaquer. Alors l'orgueil de Sirzek a finalement eu un effet positif? Demanda Falbio. Les choses auraient pu être bien pires si Sirzek s'était entraîné et avait forcé James à tout donner. Monde humain, Japon, QO. Après avoir passé quelques heures à gifler Issei dans la dernière édition de WWE 2K, James est rentré chez lui et a prié pour que Shion ait oublié de cuisiner pour lui, au moins pour aujourd'hui. Je suis de retour, cria James en franchissant le portail d'entrée du domaine d'Alavru. Dépêche-toi d'aller au salon, cria Léona. Greffia est là avec une réponse du ciel concernant le nombre de personnes que tu peux amener. En entendant cela, les yeux de James s'illuminèrent. Cela signifiait peut-être qu'il pouvait apporter quelque chose de plus que sa noblesse originelle.
Non pas qu'il s'en plaindrait s'il ne le pouvait pas. Mais il avait hâte d'entendre la réponse. James changea rapidement de chaussures, enfila une paire de pantoufles et se rendit au salon pour voir Léona, Cassiel, Irène, Évangeline et Greffia jouer au poker. Et à en juger par l'expression de chacun, Cassiel était en train de perdre. « Salut, papa, dit James en s'approchant de la table de jeu, ça n'a pas l'air d'aller bien pour toi. Tais-toi, gamin, répondit Cassiel sans même regarder James. Je me concentre. James rit simplement du ton désespéré de son père. Il savait que personne ne se souciait de l'argent sur la table. Il devait y avoir autre chose qui rendait son père si nerveux à l'idée de perdre la main. Cependant, voyant le sourire maniaque sur le visage de sa mère, James pensa qu'il vaudrait mieux pour sa santé mentale qu'il ignore les termes du pari. Au fait, quelle est la règle concernant le nombre de personnes qui peuvent m'accompagner au paradis, demanda James après que Greffia eut joint les mains et poussé un soupir. Oh, les séraphins ont dit qu'il y avait 14 postes vacants, répondit Greffia en saluant James. 14, hein, demanda James en commençant à compter sur ses doigts. Lorsqu'il eut terminé, il reprit la parole. J'ai donc 2 places de plus si je compte ma pairie d'origine et ma mère. Il semblerait que oui, répondit Greffia. De plus, Michael, chef des 4 grands séraphins, vous a demandé quand vous comptiez faire le voyage au ciel. Tu peux leur dire qu'on sera là samedi prochain, demanda James à Greffia en souriant. Considérez cela comme terminé, répondit Greffia d'un léger hochement de tête. Il ne me reste plus qu'à choisir les 2 premiers membres de ma deuxième pairie. Cependant, je ne sais pas qui acceptera, à part Kahlua. Chapitre 244, un bon second départ. Monde humain, Japon, Kuo. Le lendemain, dimanche soir, James convoqua tous les résidents du manoir dans la salle de formation. Il estimait que s'il devait amener quelqu'un avec lui, c'était le moment idéal pour l'ajouter à sa pairie afin qu'il puisse se familiariser avec ses changements avant son voyage au paradis. Eh bien, je suis sûr que vous savez tous pourquoi je vous ai convoqué, n'est-ce pas, demanda James en regardant la foule rassemblée. Tu vas me laisser entrer dans ta pairie, n'est-ce pas, dit Kahlua avec un grand sourire. Soupir. Tu n'as pas tort, mais tu n'as pas raison non plus, Kahlua, dit James avec un sourire ironique. Mais ton esprit concentré est un peu. Tu n'as pas à t'inquiéter pour elle, James, dit Évangeline. Tu es ici pour demander qui d'entre nous est prêt à rejoindre ta pairie, n'est-ce pas? C'est vrai, répondit James en souriant. Traiter avec des gens intelligents simplifie toujours les choses. Pendant ce temps, alors que James terminait sa dernière phrase, Kahlua commença à faire la moue. Puis elle tourna son regard vers Akua. Salut, Akua, dit Kahlua calmement. James me traite-t-il d'idiote? Non, répondit doucement Akua en levant les yeux au ciel. Oh, d'accord, dit Kahlua en souriant. Parce que s'il m'avait traité d'idiote, ça aurait été vraiment méchant. Akua ne put s'empêcher de lever à nouveau les yeux au ciel. Je ne te traite peut-être pas d'idiote, pensa Akua. Mais personne ne contesterait si je te traitais de stupide. Au fait, à part Kahlua, est-ce que l'un d'entre vous serait intéressé à devenir membre de ma deuxième pairie, demanda James en posant son regard sur Irène, les vampires, Janké et Yuzuki. Cet idiot et moi, on ne va pas être ensemble, répondit Janké le premier. Ne pas être humain irait à l'encontre du but de l'entraînement qu'il suit. En attendant cette réponse de Janké, James hocha simplement la tête tandis que Yuzuki regardait Janké. Et, vieille sorcière, aboya Yuzuki. Qu'est-ce qui te donne le droit de décider à ma place? Parce que tu n'es pas assez fort pour dire le contraire, répondit Janké avec indifférence. Naturellement, tout le monde a commencé à ignorer les arguments des deux, car ils étaient devenus tout à fait normaux. Je suis intéressée, mais j'ai quelques questions, dit Évangeline avec une expression sérieuse sur son visage. Si tu ne faisais pas ça, je penserais que ce serait bizarre, répondit James avec un sourire. Si je deviens un démon, est-ce que je conserverai le corps de mon enfant, demanda Évangeline. Je pensais que c'était ta question, répondit James. Honnêtement, je n'en suis pas sûre. Mais ce que je sais, c'est que même si tu prenais la forme d'un enfant, tu vieillirais jusqu'à ce que ton corps atteigne sa maturité à un rythme naturel, voire un peu plus vite. Ce n'est pas idéal, mais c'est mieux que ce avec quoi je travaille actuellement, a déclaré Évangeline en tenant son menton avec sa main droite. Ma question est similaire, dit Irène après qu'Évangeline eut commencé à y réfléchir. Mais comme j'ai toujours eu pour objectif de redevenir humaine, devenir un démon, c'est comme y renoncer. Eh bien, c'est vrai, répondit James avec un sourire ironique en se grattant la tête. Mais au moins, tu ne serais plus un dragon. Tu ressemblerais plutôt à la maison éteinte Bune, des 72 maisons piliers. C'étaient des démons capables d'apprivoiser les dragons et de se transformer en eux. Je vois, dit Irène, se laissant aller à la contemplation, tout comme Évangeline. J'aimerais participer. Akua fit un pas en avant et dit d'une voix ferme. Si mon faible pour la lumière du soleil ne m'en empêche pas davantage, mais pas avant d'avoir déterminé si tu es vraiment digne d'y consacrer ma vie. À ces mots d'Akua, Kahlua et Kokoa observèrent James avec attention. Issa, quoique moins ouvertement que ses filles, laissa également son regard se poser sur James. Même Évangeline marqua une pause dans ses réflexions le temps d'entendre la réponse. Au lieu de répondre immédiatement, James regarda Moka. Ne me regarde pas, je n'ai jamais eu cette faiblesse en premier lieu, dit Moka avec un haussement d'épaule et un sourire. Puis, James tourna son attention vers Gaspé.
Aucun de vous, n'est un vampire, balbutia Gaspé. Je n'avais pas cette faiblesse non plus. Soupir. Théoriquement, puisque votre race se convertirait de vampire en démon, vous devriez perdre cette faiblesse fatale, dit James, commençant à expliquer. Cependant, comme les vampires sont une race plutôt fière, je ne connais aucun vampire qui se soit converti volontairement. Et quant à ceux qui ont été forcés de se convertir, je n'en suis pas sûr. Tous les vampires se turent après avoir entendu l'explication de James. Même l'enthousiasme de Kahlua s'estompa un peu. Applaudir. Après quelques instants, Mocha sourit et applaudit, attirant toute l'attention sur elle. Waouh, maintenant je comprends pourquoi James aime faire ça, c'est incroyable, a déclaré Mocha. Tu vois, dit James avec un sourire. Allons droit au but, dit Akua. D'accord. Désolé, dit timidement Mocha. Pourquoi ne pas trouver quelqu'un pour réincarner papa d'abord? Ensuite, on pourra l'envoyer au soleil et voir si c'est sans danger pour vous tous. Alors qu'Evangeline et les sœurs Chuzen hochaient la tête, Issa resta stupéfaite pendant un instant. Qu'est-ce que c'est? S'exclama Issa, incrédule. Tu es sérieux? Bien sûr, répondit Mocha avec malice. En tant que parent, n'est-il pas de votre devoir de veiller à la sécurité de vos enfants? Akua, Kahlua et Kokoa hochèrent la tête avec ferveur tandis que Mocha présentait son argument. Issa, lui aussi, ne trouvait pas les mots pour contredire cette affirmation. Oh, cette fille peut être rancunière, dit Irène en regardant le spectacle avec un sourire. Eh bien, il n'y a pas si longtemps qu'il a découvert la vérité, dit Léona en souriant. Et puis, à mon avis, elle est gentille avec lui. C'est vrai, ajouta Scatache. Si c'était toi ou James, Issa aurait pleuré depuis longtemps. Probablement. Léona haussa les épaules. Puis elle regarda Cassiel avec un sourire affectueux. Bien que le sourire de Léona soit pur et plein d'amour, Cassiel ressentit une peur inexplicable alors qu'une sueur froide commençait à couler dans sa colonne vertébrale. Et si j'avais fait ce qu'il a fait, je l'aurais mérité, a déclaré Cassiel d'un ton juste. Léona hocha la tête, satisfaite, après avoir entendu la réponse de Cassiel. Puis, elle reporta son attention sur les vampires qui se disputaient. Finalement, ce fut James qui interrompit la discussion. Eh bien, puisque personne n'est sûr de ce qui se passerait, pourquoi ne pas demander à un expert, suggéra James. James créa alors un cercle magique de communication dans sa main et le plaça contre son oreille droite. Après quelques instants, le cercle magique s'illumina légèrement, indiquant que la connexion était établie. Bonjour Greffia, j'espère que je ne vous dérange pas, dit James en souriant. Après avoir entendu la réponse de Greffia, il poursuivit, nous avons une question concernant la réincarnation de Evil Peace. Pensez-vous pouvoir m'aider à contacter Ajuka? Bien sûr, j'attends. Merci, Greffia. D'accord, à plus tard. Je pense qu'après avoir vaincu le Lucifer actuel, il est tout à fait naturel qu'il demande à quelqu'un de contacter l'un des Satans pour lui, a déclaré Issa, espérant que ses filles oublieraient qu'elles envisageaient de le sacrifier au nom de la science. Je devrais être considérée comme la démone la plus puissante des enfers, maintenant, non, demanda Misor. Mon homme est le plus fort. Kazan sera jalouse. Tu es sûr de vouloir lui en parler? Demanda Mocha avec un sourire malicieux. Je vais peut-être recommencer à parler de l'histoire du mari communautaire. Je ne pense pas que tu devrais t'en inquiéter, dit James avec un sourire ironique. J'ai donné accès au duel à Yasaka. De plus, je suis sûr que chaque faction avait des espions qui observaient le duel et l'enregistraient pour leurs factions respectives. Attends une minute, dit Mocha, interrompant une grande partie de la conversation dans la salle d'entraînement. Kokoa, tu ne voudrais pas devenir un démon si la lumière du soleil ne te pose pas de problème? Mocha, James n'est pas le seul diable à avoir une place vacante dans leur péri, dit Kokoa en levant les yeux au ciel. Ravel m'a demandé de rejoindre sa péri il y a longtemps. J'aurais probablement invité les autres, mais elle n'est qu'au sommet de la hiérarchie. Ne me fais pas passer pour un faible, Kokoa, dit Ravel en faisant la moue. À part James et sa bande de monstres, tu aurais du mal à trouver un autre garçon de 16 ans aussi fort que moi. Oui, Ravel, dit Kokoa avec dédain. Tu es si fort. Sur ce, Ravel et Kokoa commencèrent à se battre comme de vieux amis. Quand sont-ils devenus si proches? Demanda Mocha, perplexe. Je ne sais pas, mais il semble que Kitty Cat et Maria fassent aussi partie du groupe, dit James tandis que Koneko et Maria attaquaient Ravel et Kokoa. Est-ce important? Demanda Kahlua en enlaçant le bras droit de James. C'est bien qu'il ait des amis de son âge. Tu as raison, dit Mocha en hochant la tête. Puis elle se tourna vers Kahlua et reprit la parole. Mais pourquoi t'accroches-tu à James? Parce que tout le monde semble vraiment à l'aise quand ils le font. Alors je le fais aussi. Et c'est plutôt confortable, en fait. Il faut que j'essaie de m'asseoir sur leurs genoux aussi. Pour une raison que James ne comprenait pas, la déclaration de Kahlua rassembla toutes les filles qui étaient près de lui, ou qui espéraient l'être, et lui dire combien elles aimaient être assises sur ses genoux. Même Ophi apparut et entendit la conversation, sans toutefois dire un mot. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces folles? Se demanda James. Et surtout, pourquoi me retiennent-elles? Je n'ai pas envie de participer à cette conversation. Heureusement, ou malheureusement, James n'eut droit qu'à une vingtaine de minutes pour assister à la conversation, car Scatache informa tout le monde que Greffia se téléportait vers les barrières entourant le manoir. Cependant, 20 minutes semblèrent intenables pour James, ses yeux semblant dépourvus de lumière.
Jeune maître James, tout le monde, c'est un plaisir de vous revoir tous, dit Greffia en entrant dans la salle d'entraînement avec une révérence. Soupir. Je sais que tu travailles, Greffia, dit James en s'éloignant rapidement des filles. Mais tu peux te détendre quand tu es là. Chérie, ça ne sert à rien de s'acharner sur un cheval mort, dit Léona en souriant. Les Grémory le lui répètent depuis des siècles. Après avoir poliment rejeté la suggestion de James et complètement ignoré le commentaire de Léona, Greffia a informé James qu'elle se connecterait avec Ajuka via un cercle magique de communication, un peu comme celui utilisé pour parler avec Méphistophélès lorsque le sujet des pactes magiques était abordé. Une fois la communication établie, ils passèrent les 2 heures suivantes à écouter Ajuka expliquer précisément le fonctionnement de la réincarnation des autres races en démons. En bref, ils n'avaient rien à craindre. Les vampires se portent très bien au soleil, juste légèrement affaiblis en tant que démons. Mais qu'en est-il de mon problème, demanda Évangeline. Serais-je un enfant ou un adulte? Votre cas est particulier, mademoiselle McDowell, dit Ajuka. Votre âme est bien plus ancienne que votre corps physique. Par conséquent, lorsque vous vous réincarnerez en démon, votre corps physique prendra une apparence intermédiaire. Alors tu seras adulte, Évangeline, dit James, interrompant une autre des longues explications d'Ajuka. Tu finiras avec un corps un peu plus vieux que l'âge de la maturité. Tu auras donc entre 23 et 26 ans, ou quelque chose comme ça. Je peux vivre avec ça, dit Évangeline avec un sourire heureux. Puis, elle abandonna sa magie de transformation et reprit sa forme d'enfant de 10 ans. Bref, qu'attendons-nous? Continuons cette réincarnation. Eh bien, on dirait qu'il y a 2 preneurs pour l'instant, dit James en souriant. Plus personne? Moi aussi, j'ai pris ma décision, dit Irène, debout à côté d'Évangeline. Tant que je ne serai pas un dragon, je n'aurai pas honte de te revoir. Le sourire de James s'élargit lorsqu'il entendit Irène. Mon deuxième noble aura aussi 2 êtres mineurs de rang divin, pensa James. Ça ne fait que s'améliorer. La dernière à se manifester fut Akua. Cependant, elle refusa de rejoindre sa pairie. Bien que je sois enclin à rejoindre votre pairie, j'aurai besoin de plus de temps pour déterminer si vous êtes quelqu'un à qui il vaut la peine de consacrer ma vie, a déclaré Akua en regardant James dans les yeux. Je comprends. James hocha la tête, l'air solennel. Mais tu ne devrais pas attendre trop longtemps, Akua. Parce que je n'ai pas l'intention d'attendre que tu décides. Je comprends. Akua hocha la tête. Mais je préférerais quand même mieux te comprendre. D'accord. James haussa les épaules. Puis il tourna son regard vers Ajuka. Très bien, merci pour ton aide, Ajuka. N'en parle pas, répondit Ajuka. Alors, si tu veux bien m'excuser. Sur ce, Ajuka mit fin à la conversation. Greffia envisagea alors de partir à son tour. Cependant, avant qu'elle ne puisse partir, Issa l'en empêcha. Dame Greffia, ai-je raison de supposer que vous possédez également un ensemble de pièces maléfiques, demanda Isa. Chapitre 245, 3 nouveaux démons. Monde humain, Japon, Kuo. Lorsqu'Irène, Évangeline et Kalua décidèrent de rejoindre la 2e pairie de Jacques, tout le monde fut quelque peu enthousiaste. Ce serait véritablement le début d'une aventure inédite. En résumé, tous les présents furent témoins de l'histoire en train de s'écrire. Cependant, ils furent pris au dépourvu lorsque Greffia décida de partir sans aller jusqu'au bout. Ils furent encore plus surpris lorsqu'Issa l'arrêta et lui demanda de rejoindre sa noblesse. Surtout les sœurs Shuzen. Papa, tu es sérieux? Moka fut le premier à exprimer sa surprise. As-tu déjà imaginé la réaction de Lord Lucifer s'il apprenait cela? Ouais, et je n'ai pas vraiment envie de m'en occuper, admit Issa. Mais pour qu'un démon me réincarne, il faudrait qu'il soit au moins au niveau divin inférieur. Et je n'en connais que quelques-uns à ce niveau. Oui, mais quand même, ça me paraît un peu suicidaire, poursuivit Moka, essayant de dissuader son père. Ah, le masque a finalement cédé, hein, dit Flora en serrant Moka dans ses bras. Un masque? De quoi parles-tu? Demanda Moka, perplexe. Tu agis comme si tu détestais ton père depuis qu'il t'a dit la vérité sur ta situation, dit Flora en souriant. Mais maintenant, tu te soucies tellement de sa sécurité. C'est vraiment adorable. Moka regarda Flora comme si une 2e tête venait de lui pousser. Voyant l'expression dans les yeux de Moka, Flora commença à douter de sa conclusion. Est-ce que j'avais tort? Demanda Flora. Bien sûr, répondit Moka. Je n'ai jamais détesté mon père, même quand je pensais qu'il allait me sacrifier. Mais j'allais lui faire payer cette décision. Et après avoir entendu la vérité, j'aurais voulu qu'il souffre un peu. Mais je n'ai jamais voulu qu'il lui arrive malheur. Non seulement Flora, mais presque tous ceux qui entendirent la conversation furent surpris. Les seules exceptions furent les sœurs de Moka, James et Mizor. Naturellement, Akua, Kalua et Kokoa comprirent ce que pensaient leurs sœurs, tandis que James et Mizor le savaient, car ils avaient interrogé Moka juste après l'arrivée des Shuzen. Mes excuses, je n'ai pas de jeu de pièces du mal à moi. Greffia répondit à la question d'Issa, mettant fin aux discussions dans la salle de formation. Et pour l'instant, je n'ai pas l'intention de créer ma propre pairie. Ma vie personnelle est compliquée, en ce moment. Soupir. Eh bien, ça valait le coup d'essayer, dit Issa en laissant ses épaules s'affaisser légèrement. Cependant, si vous le souhaitez, je peux vous aider à contacter Dame Léviathan, ajouta Greffia. Si je ne me trompe pas, après tout ce temps,
elle n'a toujours pas ajouté de noblesse à sa noblesse. Elle prétend que personne ne correspond à sa vision. Peut-être aimeriez-vous la lui demander également? Merci, j'apprécierais, répondit Issa avec une expression légèrement mal à l'aise. Bien qu'Issa ait entendu des rumeurs sur l'excentrique Léviathan Sorafal, elle n'avait eu aucune interaction avec elle au fil des siècles. Elle ne savait donc pas exactement à quoi s'attendre. Cependant, ceux qui la connaissaient personnellement dans la pièce s'efforçaient de réprimer leur ricanement et leur rire. Sona, quant à elle, se tenait là, la main sur le visage, priant tous les impies pour qu'Issa aille mieux. Eh bien, s'il n'y a rien d'autre, je vous dis à tous au revoir, dit Greffia avant de s'incliner poliment. Alors tu n'as aucune envie de rester pour voir naître un second titre de noblesse, demanda James en souriant. Même si j'en aurais envie, je dois travailler avec Dame Venlana pour préparer un rituel d'échange, répondit Greffia. Puis, avant que quiconque puisse l'interroger davantage, elle se téléporta hors de la salle d'entraînement. Tout le monde fut un peu surpris d'apprendre que Greffia allait préparer un rituel de négociation avec Venlana, mais personne n'y prêta attention. Venlana était une puissante démone de haut niveau. Il n'était donc pas étonnant qu'elle se lance dans la création d'une pairie, même si elle n'avait aucune intention de participer au jeu de classement. Bref, passons au sujet principal, dit James en souriant. On pourra en parler à tante Venlana plus tard. Mais pour l'instant, Irène, Evangeline et Kalua, pourriez-vous avancer? Sans perdre de temps, les trois invoqués par James firent un pas en avant et s'arrêtèrent à un peu plus d'un bras de lui. Puis, James leva la main devant Kalua et quelques-uns de ses evil pièces apparurent, flottant au-dessus de sa main tendue. Une tour et 3 pions, hein, se dit James. Même au niveau maximum, ton potentiel doit être très bon, Kalua. Et Kalua rit timidement. Un instant plus tard, les 3 pions disparurent. Avec seulement la tour en main, James s'approcha de Kalua et pressa la pièce maléfique contre sa poitrine. Après avoir répété ce processus 10 fois, James n'attendit pas que les modifications apportées à la race de Kalua soient terminées et la passa à nouveau à Evangeline, la main tendue. Reine, fou et 4 pions, dit James en voyant les pièces qui apparaissaient cette fois. Attendez, je veux aussi vérifier la compatibilité d'Irène. Evangeline ne sembla pas s'en offusquer et hocha la tête. Lorsqu'elle le fit, James s'approcha d'Irène comme il l'avait fait avec les 2 autres. Dame, fou, tour et 4 pions, murmura James. Je savais qu'ils seraient tous les 2 compatibles avec Queen Peace, dit Ria. Maintenant, payez. Toi et ta foutue chance, dit Sona. Sans cette chance, je suis sûr que Yuto et Gaspé, non, la plupart de leur noblesse serait dans celle de quelqu'un d'autre. Tu peux pleurer autant que tu veux, dit Ria avec un sourire radieux sur son visage tandis que Sona lui tendait ce qui semblait être une photo de James habillé en garçon. Tiens bon, s'écria James en voyant la photo. Mais qu'est-ce que tu fais là, et pourquoi diable as-tu ça? Avant que Ria et Sona, qui détournaient le regard de James avec gêne, puissent s'expliquer, James tourna la tête vers sa mère, qui souriait malicieusement. Lorsque Léona croisa le regard de James, son sourire s'élargit. Puis elle remua les lèvres, permettant à James de les lire. Les retours sont nuls, marmonna Léona. James a immédiatement su qu'il faisait référence à la farce qu'il avait faite lorsqu'il a griffonné sur le visage de toutes les femmes avec un marqueur. Oh, chère mère, ce n'est pas encore fini, pensa James. Tandis que James et Léona échangeaient des regards sournois, le reste de la salle d'entraînement, à l'exception de Scatash, sentit un frisson leur parcourir le dos. Scatash, quant à elle, savait qu'ils avaient tous 2 intérêt à ne pas la mêler à leur petit jeu. Quoi qu'il en soit, revenons aux affaires, dit James, détournant le regard de sa mère et regardant les potentiels queens qui se tenaient devant lui. Laissez Irène s'en charger, dit rapidement Evangeline, rejetant avec désinvolture le rôle de reine. Bien que j'aie les caractéristiques physiques et magiques pour être une reine, je n'ai aucune intention d'être la 2e dirigeante de ce petit groupe. Cependant, je contribuerai à l'enseignement de la magie. Hormis les vampires, tout le monde fut surpris de la facilité avec laquelle Evangeline abandonna son poste de commandante en second. Les vampires, cependant, savaient qu'Evangeline ne s'entendait pas bien avec les autres. En fait, si les 2 choses qu'elle désirait le plus n'avaient pas été incluses dans le contrat, Evangeline n'aurait jamais accepté de rejoindre la pairie de James. Cependant, Moka commençait à en douter, remarquant l'intérêt croissant d'Evangeline pour James. Ça me va, je suppose, dit Irène avec un sourire ironique. Mais je dois admettre que je pensais qu'il faudrait se battre pour le titre de reine. Et, pour être honnête, j'avais hâte. Maudit dragon, toujours prêt à dominer, marmonna Evangeline. Bon, maintenant que c'est dit, pourquoi ne pas aller droit au but, dit James avec un sourire, les mains tendues. À cet instant, Kalua acheva sa transformation et déploya ses ailes démoniaques. Puis, elle ouvrit les yeux et sourit à James. Un instant plus tard, elle s'avança et serra James dans ses bras, le serrant fort. Alors que les bras de Kalua se resserraient, l'expression de James changea. Il sentait les os de ses bras et de ses côtes craquer sous la force physique brutale et écrasante que le morceau de tour venait d'accroître. Finalement, après quelques secondes, Moka remarqua l'expression de James et la couleur de son visage. Kalua, hurla Moka. Tu essaies de le tuer? Kalua était perplexe. Kalua regarda ensuite James, qui luttait pour empêcher ses bras et ses côtes d'être brisés par son énergie démoniaque. Bon, je sais ce sur quoi nous allons devoir travailler en premier, dit James avec un sourire douloureux.
en plus de t'empêcher de devenir fou, nous devons nous assurer que tu maîtrises parfaitement ta force. Tu peux laisser ça à ce Scatash, dit Scatash en s'avançant et en attrapant Kahlua par l'épaule. Alors que la main de Scatash se posait sur son épaule, Kahlua sentit la force de son bras droit s'épuiser rapidement. Finalement, son bras retomba et pendait à ses côtés. Un instant plus tard, elle fut arrachée à James, ce qui la fit pousser un soupir de soulagement. Et je suis censé être l'un des démons les plus forts physiquement, dit James en frottant les bleus sur ses bras. Au fait, où en étions-nous? Lorsque James eut fini de parler, il s'approcha de nouveau d'Irène et d'Évangéline. À sa gauche, devant Irène, une pièce de reine flottait au-dessus de sa paume ouverte. À sa droite, devant Évangéline, une pièce d'évêque flottait. James prit alors les 2 pièces et les pressa simultanément sur les seins des 2 femmes devant lui. Après que les pièces maléfiques se soient enfoncées dans leur poitrine, Irène et Évangéline fermèrent les yeux tandis que leur corps commençait à se métamorphoser. Rapidement, Évangéline grandit, passant de 1,40 m à 1,70 m avec sa taille, ses traits enfantins laissèrent place à ceux d'une belle femme. Toute la graisse de son visage disparut, ses hanches s'élargirent et sa poitrine se développa. « Waouh, l'imagination d'Eva était nulle », dit Léona avec un sourire. « Que veux-tu dire » demanda Cassiel avec curiosité. « Elle est encore plus belle que lors de sa précédente transformation », répondit Léona. « Je suppose que c'est dans son imagination qu'elle s'est aperçue pour la première fois. Alors son imagination est nulle. » Tous ceux qui l'écoutaient étaient d'accord avec Léona, qui trouvait Évangéline plus belle que lors de sa précédente transformation. Cependant, ils ne purent s'empêcher de sourire ironiquement à son commentaire sur l'imagination d'Évangéline. En revanche, l'apparence d'Irène n'avait pas changé. Cependant, il était clair que ses réserves d'énergie augmentaient, même légèrement. De plus, son aura draconique diminuait avant de se fondre dans la nouvelle aura démoniaque qu'elle dégageait. Après environ 1 minute, les 2 femmes ont ouvert les yeux et une paire d'ailes démoniaques a poussé du bas de leur dos. « Alors, comment vous sentez-vous tous les deux » demanda James en souriant. « Je me sens plus forte » répondit Irène la première. « Même si c'est un peu plus fort. Il va me falloir du temps pour m'habituer à ce nouveau corps, dit Évangéline en se déplaçant. Puis elle prit ses seins en main et reprit la parole. En plus, ils sont bien plus gros que je ne le pensais. Alors que James et la plupart des hommes dans la salle d'entraînement détournaient le regard, le cri d'Issei, mes yeux, pouvait être entendu. PFFF. Ce gamin n'apprendra jamais, dit James en dépliant son annulaire et son auriculaire. Est-ce qu'il vient de piquer Issei dans les yeux, demanda Ria, regardant tour à tour James et Issei. Alors que son regard se déplaçait entre les deux, Ria fut surprise de voir Asia faire discrètement un signe de pouce levé à James. Bruit sourd. Je pense que vous avez tous les 3 besoin d'entraînement, dit Scatash après avoir frappé le sol de la pointe de sa lance. Puis elle s'avança pour se tenir devant les 3 nouveaux démons. Ayant vu l'intensité de l'entraînement de Scatash, Irène et Évangéline firent un pas en arrière tandis que Kahlua baissa simplement la tête. Vous devez tous les 2 travailler à maîtriser parfaitement votre corps et votre énergie, dit Scatash en désignant Irène et Évangéline. Puis elle tourna son attention vers Kahlua. En plus d'acquérir le contrôle comme ces 2-là, nous devons acquérir. Je veux dire, prendre l'habitude de devenir fou furieux pendant un combat. Elle allait lui dire de lui donner une fessée, n'est-ce pas, demanda Tsubasa. Oui, répondit Momo. C'était certainement le cas, a ajouté Tomo. Eh bien, les filles, amusez-vous bien, dit James avec un sourire. Puis son sourire s'éclaira avant qu'il ne poursuive. Je crois que je vais commencer à dessiner un nouveau manga. Et ce sera une surprise pour ce raton. En voyant ce sourire, pour la première fois depuis longtemps, je me sens désolée pour ma sœur, dit Sona avec un sourire ironique. Alors que James partait, Mizor le suivit de près. Étonnamment, Scatash la laissa partir. Mais c'était uniquement parce qu'elle était curieuse de voir ce que James allait dessiner après avoir vu son expression, et elle savait que le processus serait beaucoup plus rapide si son assistante, Mizor, était présente. Chapitre 246, Bienvenue au paradis. Oups. Je veux dire le paradis. 6 jours se sont écoulés depuis que James a accueilli Irène, Évangéline et Kahlua dans sa noblesse. Durant ces 6 jours, Irène et Évangéline ont commencé à s'adapter aux changements physiques et énergétiques. Cependant, elles n'étaient pas préparées à l'entraînement infernal que Scatash leur imposait. Kahlua, en revanche, était une chose à laquelle Scatash n'était pas préparée. Non pas que Kahlua fût trop forte pour elle. D'un autre côté, Scatash n'avait jamais rien vu de tel au combat. Comme le lui avait dit le Shuzen, dès qu'elle se lançait dans un combat sérieux, elle devenait folle. Pourtant, elle sanglotait en silence. De plus, les seuls à pouvoir la suivre au combat étaient James, Scatash, Irène et Issa. Bien que Cassiel et Évangéline aient également atteint le niveau de dieu inférieur, leur physique n'était pas assez fort pour résister à un seul coup de Kahlua. Dans le cas d'Évangéline, ce n'était pas tout à fait vrai. Si Évangéline se donnait à fond et utilisait sa propre magie, elle encaisserait sans problème un coup de Kahlua. Mais avec cette magie, ce ne serait plus un combat. Évangéline vaincra Kahlua de manière unilatérale. D'autre part, Kokoa a également rejoint la pairie de Ravel en tant que, à la surprise générale, chevalier. Il s'avère que Kokoa maîtrise parfaitement de nombreuses armes de type épée. Elle possède également un familier, une chauve-souris nommée Ku, capable de se transformer en de nombreuses armes différentes.
De plus, grâce à sa force, son endurance et sa résistance naturelle, ainsi qu'au gain de vitesse obtenu grâce à la pièce de chevalier, Cocoa est devenue une combattante très polyvalente. Le dernier point à mentionner, le voyage au paradis, était prévu pour aujourd'hui. Comme mentionné il y a quelques jours, James avait réussi à emmener 13 personnes avec lui. Comme Leona avait une place garantie, James pouvait en amener 12 autres. Le top 10 était son premier titre de noblesse. L'un des deux derniers était Kahlua, qu'il avait harcelé sans relâche après qu'il ait rejoint son deuxième titre de noblesse. Et la dernière place revenait à sa deuxième reine, Irène. Il s'avéra qu'Evangeline n'avait aucune envie de monter au ciel. Elle préférait se promener dans Kuo pendant la journée. Au moins, jusqu'à ce que l'attrait de la nouveauté se dissipe, ses intérêts tourneraient autour de cela. En revanche, James aurait choisi d'emmener Irène, quelle que soit la décision d'Evangeline. S'agissant d'une visite officielle, il était de coutume qu'un roi voyage avec sa reine. Le ciel, premier ciel. Vers 10h du matin, le samedi prévu, James, Leona, les membres sélectionnés de leurs deux nobles et Irina arrivèrent au premier ciel via le cercle de téléportation. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au paradis, dit Irina avec un grand sourire sur son ton joyeux habituel. On demanda à Irina de l'accompagner afin que les démons puissent accéder plus facilement au paradis. Gabriel proposa même de descendre dans le monde des humains pour qu'elle les guide vers le paradis. Cependant, James refusa, suggérant qu'Irina, la porte-parole du paradis, suffirait. Asia, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour toi, pensa James en souriant à l'accueil enthousiaste d'Irina au paradis. Monde humain, Japon, Kuo. Debout dans sa chambre à la résidence Yudu, Asia se regardait dans le miroir alors qu'elle se préparait pour aujourd'hui. James a rendu cette journée possible, dit Asia en serrant les poings. Je ne laisserai pas passer l'opportunité qu'il m'a donnée. Et Asia, es-tu prête? La voix d'Issei résonna de l'extérieur. Oui, s'exclama Asia avec enthousiasme. J'y serai. Le ciel, premier ciel. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, dit Kahlua en regardant autour d'elle avec curiosité. Où sont toutes ces âmes pures assises sur les nuages? Irina parut un peu bizarre en entendant la question de Kahlua. La plupart des gens pensaient que le paradis était exactement tel qu'il était décrit dans les romans. En fait, tu penses au troisième ciel, dit une voix masculine douce et posée. C'est là que résident les âmes qui ont acquis suffisamment de mérite pour entrer au paradis. Lorsque le groupe regarda dans la direction de la voix, ils aperçurent Michael, souriant doucement, et Gabriel, dont les yeux brillaient comme un chien avec une friandise devant lui. Alors qu'ils se rapprochaient, le regard de Gabriel se posa sur Leona, une affection profonde illuminant leur profondeur. Finalement, lorsqu'ils furent suffisamment proches pour que Gabriel ne puisse plus se contenir, il courut devant Leona et la prit dans ses bras. Leona, ça fait si longtemps, dit Gabriel avec joie. Sais-tu combien j'ai été triste d'apprendre que tu étais morte en couche? C'est bon de te revoir, Gabi, répondit Leona en tapotant le dos de Gabriel. Dis-moi à quoi ça ressemble, comme un démon, dit Gabriel, commençant à bombarder Leona de questions. Au même moment, Michael s'approcha de James, entouré de Scatash et d'Irène. À son approche, Irina prit place derrière Michael. Irina, merci de les avoir guidés jusqu'ici, dit Michael tandis qu'Irina passait devant lui. C'était un plaisir, dit Irina en souriant. La famille à Lavru a été très gentille avec moi depuis mon retour à Kuo. Même si l'entraînement est... Irina ne put terminer sa phrase lorsqu'elle sentit le regard de Scatash se poser sur elle. Voyant cela, Michael ne put qu'esquisser un sourire ironique. Même s'ils étaient au paradis, il n'avait aucune intention de contrarier Scatash pour une chose aussi insignifiante. Michael toussa pour apaiser les esprits. Content de vous revoir aussi, James et Scatash. Je ne crois pas vous avoir vu depuis l'attaque de Loki. En fait, je crois que la dernière fois, c'était quand Vali a quitté Ophi pour moi, répondit James. Non, ce n'est pas le terme correct, car nous apprécions tous sa présence. Ah oui, c'était une rencontre très intéressante, répondit Michael. Bref, pourriez-vous me présenter les nouveaux venus? Je suppose qu'ils font partie de votre nouvelle noblesse. Oui, c'est vrai, répondit James en souriant. Voici ma nouvelle reine, Irène Belserion. La première mage tueuse de dragons. En entendant ce nom et ce titre, Michael eut un regard contemplatif. Ah oui, c'était une série d'événements assez tragiques, dit Michael. Rares sont ceux qui auraient gardé la raison après ce que vous avez dû endurer. Je ne peux qu'admirer la force de volonté dont vous avez fait preuve à l'époque. Soupir. Je préférerais ne pas parler du passé, dit Irène. Mais c'est un plaisir de te rencontrer enfin, Michael, chef des 4 grands séraphins. De même, répondit Michael avec un sourire. Et c'est... James s'apprêtait à présenter Kahlua. Cependant, lorsqu'il regarda vers elle, il ne vit personne. Après avoir brièvement examiné les lieux, il vit que Gabriel et Kahlua discutaient avec enthousiasme de leur capacité de lignée, sans bons Akura. Je suppose que je ne quitterai pas le paradis sans avoir monté un spectacle, hein, dit James avec un sourire ironique. On dirait bien, répondit Michael avec un sourire ironique similaire. Bref, voici Kahlua Shuzen, une tour de ma nouvelle pairie, dit James en désignant Kahlua. La seconde fille du chef du clan des vampires Shuzen est la sœur aînée de Moka Akashiya, une tour de ma première pairie. Je suis sûr que vous vous êtes déjà rencontrés.
Ouais, même si je ne crois pas qu'on ait jamais parlé, dit Michael en saluant Mocha. Une fois la plaisanterie terminée, Léona, Gabriel et Kalua rejoignirent le groupe. Lorsqu'ils furent suffisamment proches, Kalua se jeta sur James et entoura son bras gauche de ses bras, le pressant entre ses seins. James, peux-tu nous montrer le Sambon Sakura demanda Kalua avec un grand sourire. Un instant plus tard, Gabriel s'approcha à son tour de James. Comme Kalua, elle lui saisit le bras. Mais contrairement à Kalua, elle rougit jusqu'aux oreilles en pressant le bras de James contre son décolleté. Voyant le comportement de sa sœur, Michael fronça légèrement les sourcils. Cependant, il savait que sa sœur au cœur pur ne cherchait pas à l'embarrasser ni à le faire pécher. Alors il laissa tomber, pour l'instant. Oh, oui, on pourrait voir Sambon Sakura demanda Gabriel en regardant James, les yeux levés vers le ciel. Normalement, la pureté et l'innocence dans les yeux de Gabriel auraient immédiatement convaincu James, juste pour éviter de voir des yeux aussi purs exprimer de la tristesse. Cependant, avec la paire de seins peut-être la plus parfaite du royaume enroulée autour de son bras, il était plus qu'inquiet. Putain, s'exclama James mentalement. Ils ne sont pas aussi gros que ceux d'Akeno, et ils ne sont pas aussi élastiques que ceux de Ria. Qu'est-ce que c'est que cette sensation? J'ai l'impression que mon bras a trouvé le paradis. Tandis que James savourait la sensation de l'avoir enlacé, la broche de sa chemise se mit à briller. Une barrière blanche apparut autour de lui. Voyant cela, Michael paniqua, tandis que les autres membres de la noblesse de James et sa mère se contentaient de sourire ironiquement. Si ça ne s'était pas produit dans une situation comme celle-ci, j'aurais commencé à remettre en question ma sexualité, a dit Léona en souriant. Regardez-moi ces choses. Tandis que les jeunes filles de la noblesse de James contemplaient les seins de Gabriel, Séuchulin et Dante détournèrent rapidement le regard. Ils ne s'attendaient pas à la honte que provoquerait l'activation de leur dispositif de suppression du péché. De plus, Lady observait Dante avec la plus grande attention. « Pourquoi me regardes-tu comme ça » demanda Dante. « Si tu étais un homme, tu serais tenté de me regarder aussi. »« C'est probablement vrai, » pensa la femme. « Mais ce n'est pas pour ça que je te fixe, idiot. »« Ou peut-être es-tu jaloux » demanda Dante en souriant. « Parce que personne ne regarde ta poitrine. » Aussitôt, le dispositif anti-péché de Lady s'illumina et une barrière blanche apparut autour d'elle. Voyant cela, Flora se sépara du reste du groupe et fit de son mieux pour calmer Lady. C'était une décision stupide, dit Séuchulin en regardant Dante avec exaspération. Mec, c'est évident qu'elle est amoureuse de toi, pensa Séuchulin. Et c'est évident que tu le es aussi. Mais pourquoi es-tu aussi bête que les protagonistes du harem du manga de James? De toute façon, ça ne me regarde pas. Bien que Séuchulin soit resté silencieux après sa dernière déclaration, tout le monde à Kuo le regarda avec étonnement. Est-ce que j'ai des idées noires demanda James en se séparant de Gabriel et Kalua. Lancé a-t-il évité de se mettre les pieds dans le plat au moment le plus inopportun? Séuchulin sentit ses sourcils se froncer à la question et au ton de James. Ses sourcils se froncèrent encore plus en voyant l'expression des autres. Quoi demanda Séuchulin avec irritation. Dois-je dire quelque chose sur le fait que ces deux-là devraient simplement coucher ensemble et en finir? Immédiatement après cela, tout le monde a poussé un soupir de soulagement. Soupir. Que ferions-nous si toi, Séu, tu étais guéri demanda Misor en se tapotant la poitrine. Je ne sais pas, mais je pense que le rythme de chacun serait grandement affecté. Mocha se joignit à la conversation. Oui, ce serait le cas, ajouta Flora en hochant la tête. Ce serait comme si les lois de la gravité changeaient et faisaient tomber les choses vers le haut plutôt que vers le bas. Dante, Lady, Shuna, Shion et Irina étouffèrent leur rire, tandis que Léona et Kalua ricanaient ouvertement. Pendant ce temps, Skatash et Irène observaient simplement la progression. Finalement, Ayam regarda Séuchulin avec envie. Quelle chance à lancer, se demanda Ayam. Que ne donnerais-je pas pour être humilié publiquement comme ça? Ah, James-sama, humilie-moi aussi. Alors que les pensées et les désirs d'Ayam s'enfonçaient dans ses perversions, son regard brûlant se posa sur James. La luxure et le désir dans ses yeux étaient presque palpables. James ressentit donc naturellement ce regard. Voyant l'expression dans les yeux d'Ayam, il la fusilla du regard avec un pur dégoût. Puis, il détourna la tête et ignora complètement son existence. Naturellement, les actions de James stimulèrent énormément Ayam. Cela provoqua l'activation du troisième dispositif de suppression des péchés, juste avant qu'Ayam ne s'évanouisse et ne commence à convulser. Malheureusement, lorsque le dispositif se déclencha, Ayam ressentit une profonde humiliation, ce qui la rendit encore plus excitée, et la barrière qui l'entourait s'illumina. Si les choses continuent comme ça, elle sera expulsée du paradis, a déclaré Michael en regardant l'état d'Ayam. Soupir. Désolé, répondit James. Je vais m'occuper d'elle. James s'est ensuite approché d'Ayam et a doucement mis ses bras autour d'elle. Ayam, calme-toi, s'il te plaît, dit James d'un ton doux, un sourire affectueux aux lèvres. Tu ferais ça pour moi? Aussitôt, les convulsions d'Ayam cessèrent. Puis, elle rougit violemment. Un instant plus tard, elle s'évanouit et l'appareil fut désactivé. Bon, crise évitée, dit James avec un sourire en portant Ayam inconsciente comme une princesse. Alors, pourquoi ne pas commencer la visite? Pourquoi semble-t-il si fier d'avoir évité la crise, pensa tout le monde en regardant James. N'est-ce pas lui qui a tout déclenché?
Chapitre 247, le ciel attaqué. Le ciel, le deuxième ciel. Après avoir réveillé Ayam et fait une brève visite du premier ciel, où résident les braves saints, les humains réincarnés en anges et les anges de rang inférieur, Michael, Gabriel et Irina ont conduit le groupe de diables au deuxième ciel. C'est le deuxième ciel, dit Michael avec son habituel sourire amical. C'est ici que nous, les anges, venons contempler les étoiles. Après la présentation de Michael, le groupe profita de l'occasion pour observer leur nouvel environnement. Ils découvrirent une zone plongée dans l'obscurité. Dans cette obscurité, on pouvait apercevoir les silhouettes des anges fixant l'obscurité avec une expression concentrée. Alors le second ciel est un observatoire, demanda Shuna en scrutant la zone. D'après ce que je sens, il y a plus d'anges ici que ceux qui regardent les étoiles, dit Irène en scrutant les environs. Et ce ne sont pas tous des anges. Vos sens sont incroyables, dit Michael en gardant le sourire. Les anges qui ont péché, mais pas au point de tomber, et les auteurs de l'incident de la tour de Babel sont également piégés ici. N'est-ce pas une mauvaise idée d'emprisonner les anges, demanda James avec curiosité. Enfin, est-ce que ça n'augmenterait pas leur risque de chute? Malheureusement, oui, dit Michael d'un ton légèrement triste. Cependant, son ton redevint normal peu après. Mais ce sont les directives de mon père. Vous suivez donc aveuglément toutes les prétendues directives qu'il vous a données, dit Scatash d'un ton désintéressé. Laissez les morts dicter la vie des vivants est la raison pour laquelle vous avez fait le moins de progrès de toutes les factions abrahamiques du dernier millénaire. Michael fronça légèrement les sourcils à la réponse de Scatash et savait qu'elle avait raison. Cependant, il ne l'accepta pas, suivre les souhaits de son père n'était jamais mal à ses yeux. Par conséquent, il n'admettrait jamais que quoi que ce soit du Dieu biblique puisse être imparfait. Scatty, même moi, je ne critiquerai pas la façon dont quelqu'un vit chez lui, dit Léona, l'air surpris. Non, Léona attendrait d'être chez elle pour les critiquer, dit Chion avec un sourire. C'est vrai, dit Léona en bombant le torse avec fierté. On peut avancer maintenant, demanda Dante, debout au milieu du groupe, les bras croisés, tapotant son bras du doigt. Il n'y a rien à voir ici, dans le noir. Au fait, qu'est-ce que tu t'attendais à voir lors de ce voyage, demanda Céuchulin. Pour trouver la réponse à une question que je me pose depuis des années, dit Dante avec un regard lointain. Voyant l'expression de Dante, Céuchulin décida de laisser tomber. Puisque chacun a ses propres secrets, Céuchulin savait qu'il valait mieux ne pas les creuser. Très bien, dit Michael en hochant la tête. Comme l'a dit le fils de Sparda, il n'y a pas grand-chose à voir ici. Un instant plus tard, tout le groupe s'est téléporté loin du second ciel. Ciel, troisième ciel. Un instant plus tard, le groupe est apparu dans une étendue de nuages avec ce qui semblait être des humains marchant ou flottant parmi eux. C'est le troisième ciel. Gabriel présenta le niveau avec un sourire. C'est ici que résident les humains, qui ont suffisamment de mérite pour être admis au paradis après leur mort. Oui, Lord Michael nous l'a déjà dit, répondit Céuchulin. À ces mots, le sourire de Gabriel disparut. Il laissa place à une expression qui semblait indiquer qu'il allait fondre en larmes à tout moment. Voyant cela, Céuchulin ne sut que faire. Il se contenta d'en informer Gabriel pour qu'elle n'ait rien à dire de superflu. Très bien, lancé, dit James avec un léger sourire. Tu l'as fait pleurer. Non, ce n'était pas ça. Essaya d'expliquer frénétiquement Céuchulin. Calme-toi, Gabi, dit Léona en s'approchant de Gabriel et en lui tapotant le dos. Il ne cherchait pas à te voler la lumière, il ne voulait juste pas que tu réexpliques quelque chose qui avait déjà été expliqué. Alors? Il essayait. Il essayait juste d'aider, demanda Gabriel, son expression reprenant peu à peu la joie. C'est vrai, dit Léona en hochant la tête et en souriant. Si tu veux en vouloir à quelqu'un, tu devrais blâmer ton frère Michael. Enfin, il est clair que vous aviez prévu lequel de vous deux entrerait dans quelle partie du paradis, n'est-ce pas? Un endroit. Bien que Léona ait normalement eu envie de semer le chaos, voir ses yeux innocents emplis de tristesse intensifia son instinct protecteur. Comme James, elle ne supportait pas de voir ses yeux innocents exprimer de la tristesse. Quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait expliquer. De son côté, Gabriel s'arrêta pour réfléchir à ce que Léona avait dit. Puis il se souvint que Michael lui avait bel et bien expliqué le troisième ciel en réponse à la question de Kalua, lorsque les démons étaient arrivés. Il tourna alors son regard vers Michael, la moue boudeuse. Le frère est le méchant, dit Gabriel en faisant la moue et en pointant Michael. Michael avait l'impression qu'une flèche lui avait transpercé la poitrine. Suis-je vraiment la cause de la tristesse de ta sœur, pensa Michael en reculant d'un pas, comment est-ce possible? Voyant la réaction de Michael, James plissa les yeux. Il examina son expression et ses micro-expressions de plus près. Lorsqu'il trouva ce qu'il cherchait, il se mit à secouer la tête, incrédule, mais en même temps totalement convaincu. James, tout va bien, demanda Misor après avoir remarqué le changement d'expression de James. Ouais, ça va, répondit James avec un sourire et tapota la tête de Misor. Immédiatement, les yeux de Misor se rétrécirent de plaisir tandis que James réfléchissait à ses découvertes. Vraiment, encore un, pensa James. Pourquoi tous ceux qui dépassent un certain seuil de pouvoir sont-ils des scélérats? Est-ce inscrit dans les lois du monde? Non, je le jugerai jusqu'à ce que je trouve les deux autres séraphins. Tandis que James méditait sur le Dao, le groupe traversait le troisième ciel, observant uniquement ce qu'il pouvait voir. Tandis qu'ils erraient,
Une autre femme, avec 3 paires d'ailes à plumes blanches, des yeux bleus et de beaux traits, semblait avoir la trentaine et portait un habit de nonne. Madame Gabrielle, dit la nouvelle venue en s'approchant du groupe. Je suis de retour. Alors, tu comprends, demanda Gabrielle avec une certaine impatience. Oui, répondit la femme en tendant un sac devant Gabrielle. Le tiramisu en édition limitée que tu voulais. Lorsque la femme leva la main, James remarqua un « Q » sur le dos de sa main. Ce faisant, il la regarda plus attentivement. Puis il sourit et s'approcha. La reine du pont de Gabrielle, dit James, la main tendue. Alors, vous devez être Griselda IV. Je suis James Alavru, ravi de vous rencontrer. Je dois dire que vous êtes bien plus belle que je ne le pensais. À en juger par la peur que Xenovia semble toujours avoir de vous, je pensais que vous seriez une femme monstrueuse du haut de vos 1,98 mètres. Griselda avait déjà tourné son attention vers James lorsqu'elle remarqua son approche. Et lorsqu'il loua sa beauté, elle ne put s'empêcher de sourire légèrement. Quoi qu'on en dise, aucune femme n'aime être qualifiée de belle. Puis elle s'avança et saisit légèrement la main de James. C'est un plaisir de vous rencontrer aussi, répondit poliment Griselda. Alors, c'est bien toi le garçon pour qui Xenovia semble avoir un faible. Je crois que oui, répondit James avec un sourire ironique en relâchant la poignée de main. Mais désormais, elle n'arrête pas de se dire qu'elle ne veut avoir d'enfant qu'avec moi. Soupir. Je suppose que c'est ma faute, dit Griselda en secouant la tête. Comme c'est moi qui l'ai élevé, je pense que j'ai passé trop de temps à essayer d'en faire une exorciste et pas assez à l'élever enfant. En tant que personne, en fait, intervint Misor. Le bon sens de cette fille est... Oui, mais c'est généralement très amusant, dit Moka. Surtout quand le trio de l'église est réuni. Je veux dire, aucun d'eux n'a beaucoup de bon sens. Que veux-tu dire, demanda Irina. Mon bon sens est bien meilleur que celui de ces deux-là. Ah oui, une fille élevée par un exorciste pour devenir exorciste aurait naturellement beaucoup plus de bon sens qu'une fille élevée par un exorciste pour devenir exorciste, dit Moka d'un ton sec, ce qui fit rire un peu tous ceux qui l'écoutaient. Moka-chan, tu es vraiment méchante, dit Irina en gonflant les joues. En regardant l'interaction entre Misor, Moka et Irina, Griselda sourit. C'est exactement ce que tu penses, dit James en souriant. Xenovia est devenue beaucoup plus expressive depuis qu'elle vit avec nous. Elle est aussi beaucoup plus heureuse. Je suis ravie de l'entendre, répondit Griselda. Malheureusement, la plupart des membres exorcistes ne connaissent pas grand-chose d'autre que le métier d'exorciste. Du coup, j'ai eu du mal à enseigner autre chose à Xenovia. Pendant que les autres parlaient de la façon dont le trio de l'église s'entendait, Dante marchait avec ses sens étendus aussi loin qu'il le pouvait. Zut, cet endroit est immense, murmura Dante. À ce rythme, je ne la retrouverai jamais. Tu cherches quelqu'un en particulier, Dante, fils de Sparda, demanda Michael en voyant le froncement de sourcils de Dante. Voyant que c'était Michael qui posait la question, Dante poussa un soupir et répondit à sa question. J'espérais retrouver ma mère, Eva, expliqua Dante. C'était une femme très gentille, alors je suis sûr qu'elle devrait être ici. En entendant cela, Michael ne put s'empêcher de soupirer d'impuissance. Malheureusement, elle n'est pas au paradis, répondit Michael. En entendant cela, Dante fut choqué. Cependant, avant qu'il puisse demander pourquoi, Michael poursuivit. Si son père était encore en vie, elle serait certainement allée au paradis, dit Michael, poursuivant son explication. Elle était gentille et aidait les autres de toutes les manières possibles. Malheureusement, après la mort de mon père, son organisme est devenu instable. Et comme je n'en ai pas la force, je n'ai pas pu la laisser, elle qui était tombée amoureuse d'un démon, aller au paradis. Au lieu de cela, son âme a été envoyée dans le cycle de la réincarnation. Bien que Dante fût un peu triste de ne pas pouvoir revoir sa mère, il trouva également du soulagement que les démons de l'ancienne faction de Satan n'aient rien fait à son âme. Je pense qu'il est temps de continuer la visite, dit Michael d'une voix plus forte, attirant l'attention des autres. Ensuite, nous irons au 5e ciel. Attends, et le 4e ciel, demanda Irène avec curiosité. Le 4e ciel est le légendaire jardin d'Éden, expliqua Michael avec un doux sourire. Le lieu où résidaient Adam et Ève. Et où est planté l'arbre de la sagesse. Il est interdit à tous, sauf aux 4 grands séraphins. Alors même si je voulais faire une visite avec toi, je ne pourrais pas. Le jardin d'Éden, aussi appelé le paradis, hein, pensa James après avoir entendu l'explication de Michael. Puis il fixa la poitrine de Gabriel un instant avant de se détourner. Je me demande si c'est comparable au paradis que j'ai découvert auparavant. Alors que James était à nouveau perdu dans ses pensées, tout le monde se rassembla autour de Michael. Alors que ce dernier s'apprêtait à téléporter tout le monde vers sa prochaine destination, le 3e ciel tout entier trembla, et la téléportation de Michael échoua. Que se passe-t-il, murmura Michael en voyant tous les habitants du 3e ciel paniquer. Un instant plus tard, un cercle de communication magique apparut près de l'oreille droite de Michael. Lorsqu'il commença à briller, Michael entendit la voix paniquée d'un ange. Seigneur Michel, s'écria l'ange paniqué. Les 4 dragons maléfiques, commandés par le fils de Lucifer, ont envahi le 3e ciel. De plus, une horde de dragons maléfiques plus faibles se précipite vers le ciel. En entendant cela, le visage de Michael pâlit tandis que son énergie sacrée commençait à s'échapper à cause de sa perte de sang-froid.
Tous les démons présents, à l'exception de James, Scatash, Irène, dans une moindre mesure, Chulin, ressentirent un malaise en sentant son aura. « Comment es-tu arrivé ici ?» demanda Michael après avoir rapidement retrouvé son calme. « Ils ont rompu le purgatoire », répondit l'ange. « Seigneur Michel, que devons-nous faire ? Nous avons perdu tout lien avec tout ce qui est supérieur au troisième ciel. » « La connexion avec les cieux supérieurs a-t-elle été coupée ?» demanda Michael, surpris. « Frère, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Gabriel. « Puisque Gabriel et moi sommes au troisième ciel, nous allons venir apporter des renforts. »« Maintenez-les là aussi longtemps que possible » dit Michael avant de mettre fin à la communication. Puis il se tourna vers le reste du groupe. Les dragons maléfiques de Rizvim ont infiltré le ciel. En entendant cela, tous les visages devinrent sérieux. Sauf James, bien sûr. À cet instant, James afficha un sourire sanguinaire. Oh, alors ces deux-là qui se sont enfuis la dernière fois sont aussi apparus, demanda James, la colère luisant dans les yeux. Incroyable, pensa Michael en regardant James. Je sens tellement de colère en lui. Pourtant, il la contrôle parfaitement. Rien de tout cela ne transparaît. Ton système de suppression du péché ne répond pas. Salut, Miguel, dit James, toujours avec un sourire sanguinaire. Pourquoi ne nous laisses-tu pas nous occuper des dragons maléfiques ? Comme ça, tu pourras te concentrer sur la mise en sécurité des habitants. Michael observa un instant le groupe se diriger vers la direction où il pouvait percevoir 4 puissantes auras. Puis, voyant la formation que James avait avec lui, il hocha la tête. Très bien, Gabriel et moi allons prendre les choses en main et aider autant de personnes que possible, dit Michael. Depuis que la connexion avec les cieux supérieurs a été rompue, je crois que l'Adon, le dragon insomniaque, a érigé une barrière autour des cieux inférieurs. Ne vous inquiétez pas, dit James. Quand on en aura fini avec lui, il ne sera plus qu'un tas de bois à brûler. Vous savez gérer ces barrières, n'est-ce pas, maître ? Il ne devrait pas y avoir de problème, dit Scatash avec assurance. Tout va bien. James hocha la tête en guise de réponse. Puis il regarda sa mère. Mère, même si tu as augmenté ta force à un niveau élevé, je crains qu'un combat de cette ampleur ne soit toujours pas à ta portée. Je sais, répondit Léona en levant les yeux au ciel. Je vais aider Mike et Gabi à sauver des gens. Je suis encore assez rapide, tu sais. Micro, demanda Michael, mais les autres l'ignorèrent facilement. D'accord, alors allons-y, dit James avec un sourire narquois. Chapitre 248, le dragon sans sommeil d'or. Ciel, troisième ciel. Tandis que Michael, Gabriel et Irina montraient aux démons le vaste paysage du troisième ciel, 4 personnages s'infiltrèrent par le passage menant au purgatoire. Il s'agissait de Chrome Cruach, Azida Aka, Apophie et Ladon, le dragon insomniaque, un dragon arborescent aux yeux rouges. Alors, c'est le paradis, demanda Chrome Cruach en observant son nouvel environnement. C'est paisible et ennuyeux. Ce n'est pas important, a déclaré le chef central d'Azida Aka. Nous avons un travail à faire, a déclaré le chef gauche d'Azida Aka. Faites la barrière maintenant, dit la tête droite d'Azida Aka. Ne me bouscule pas, dit Ladon. Cette couche de paradis à elle seule est immense. Tandis que les 3 autres dragons maléfiques l'entouraient, Ladon créait une barrière non seulement autour du niveau du paradis où il se trouvait, mais aussi autour des niveaux inférieurs. Quelques instants plus tard, lorsque les anges arrivèrent après avoir remarqué une brèche, Ladon compléta sa barrière, isolant ainsi les 3 premiers niveaux du paradis des niveaux supérieurs. « Qui es-tu et que fais-tu ici ?» demanda un ange à Dizel d'un ton exigeant. « Quelqu'un d'aussi faible que toi ne peut pas exiger de nous des réponses, » dit Apophie, sans même regarder l'ange qui était clairement en charge des autres anges. « Nous exécuterons le plan, » a déclaré Chrome Cruach alors qu'il se précipitait vers le groupe d'anges et commençait à semer le chaos. Comme prévu, Azida Aka et Apophie commencèrent à attaquer les anges avec leur magie et leurs ombres. Sous l'effet des attaques des 3 dragons maléfiques, le troisième ciel se mit à trembler violemment. Pendant ce temps, l'un des anges présents tenta de contacter les 4 grands séraphins pour les informer de la situation. Cependant, il ne parvint pas à se connecter au 6e ciel, où il réside habituellement. « Je n'arrive pas à contacter le 6e ciel », hurla l'ange à 4 ailes qui tentaient de contacter le 6e ciel. Alors, contactez les 4 grands séraphins individuellement, cria l'ange aux 10 ailes en tentant de sauver le plus d'anges faibles possible des ombres et des sorts. J'espère que l'un d'eux est à portée de communication. Suivant les ordres de ses supérieurs, l'ange aux 4 ailes tenta de contacter individuellement les 4 grands séraphins, en commençant par Michel. Heureusement, il réussit à établir la connexion dès la première tentative. Après avoir informé Michel de la situation, il mit fin à la communication et en informa l'ange aux 10 ailes. Le seigneur Michael a dit que lui, Dame Gabriel et les démons qui l'escortaient seraient là dès qu'ils le pourraient pour apporter leur aide, rapporta l'ange à 4 ailes. Il s'allia alors pour contenir la destruction. Je n'aime pas l'idée de recevoir de l'aide des démons du ciel, mais je pense que toute aide que nous pourrons obtenir sera la bienvenue, murmura l'ange aux 10 ailes. Quelques minutes plus tard, les anges, bien qu'indemnes, peinaient à tenir la ligne. Cependant, les plus forts d'entre eux étaient plus enclins à croire que les dragons maléfiques se moquaient d'eux, prenant plaisir à manipuler des adversaires plus faibles. Au même moment, une onde de choc survint de loin, traversa leur rang et chargea droit sur le plus puissant des dragons maléfiques, Chrome Cruach. El Dragon as Burning Fist a été entendu juste avant que l'onde de choc ne frappe Chrome Cruach. Un instant plus tard,
Chrome Cruach fut projeté dans les airs, la tête renversée en arrière, un large sourire maniaque aux lèvres. À la place de Chrome Cruach se trouvait James, le poing levé, sa instinct de domination du dragon tyran et sa force du dragon active, et des flammes encerclant son poing. Avant que les anges ou les autres dragons maléfiques ne puissent réagir, James disparut et réapparut à côté de Chrome Cruach. Griffe du dragon de l'enfer, dit James en lançant un coup de pied de feu dans la poitrine de Chrome Cruach, projetant le dragon maléfique dans les airs. James disparut alors à nouveau, suivant Chrome Cruach à distance. Tandis que James disparaissait, le reste du groupe apparut. À ce moment-là, Séuchulin s'approcha d'Apophie, Irène se lança sur Azida Aka, et Skatash courut vers Ladon, qui plaça une barrière autour d'elle. « Pourquoi es-tu ici » demanda la tête gauche d'Azida Aka. Personne ne nous avait dit que ce monstre était là. La tête droite d'Azida Aka gémit. Ce satané démon nous a-t-il envoyés ici pour mourir a demandé le chef central d'Azida Aka. Ladon, abaisse la barrière et laisse-nous sortir d'ici, dit Apophie en retournant lentement vers la chambre qu'ils avaient créée au purgatoire. Veux-tu retourner te faire tuer par ce maniaque après avoir échoué à notre mission demanda Ladon en créant barrière après barrière devant lui. Azida Aka et Apophie restèrent silencieux après cette question. Ils savaient qu'un fou comme Rizvim ordonnerait leur mort s'ils revenaient après avoir échoué une autre mission. Et le maniaque auquel Ladon faisait référence, Acnologia, serait heureux d'obéir à cet ordre. D'ailleurs, ce monstre combat Chrome Cruach, poursuivit Ladon. Même s'il est fort, il ne devrait pas pouvoir le tuer. Après l'avoir affronté James dans les enfers, Azida Aka et Apophie étaient effrayés par James et paniqués à son arrivée sur le champ de bataille. Cependant, les paroles de Ladon leur ouvrirent les yeux sur la situation actuelle. C'est vrai, il n'y a personne ici assez fort pour nous faire du mal, dit fièrement la tête gauche d'Azida Aka. Univers 1, dit calmement Irène avant que les autres chefs Azida Aka ne puissent dire ce qu'ils voulaient. Sous le sort d'Irène, Ella, Séuchulin, Azida Aka, Apophie, les anges et le reste des démons disparurent. Une fois tout parti, seul Ladon, protégé par ses protections, et Skatash, intentionnellement exclus, restèrent près de la chambre menant au purgatoire. On dirait que Skatash doit remercier Irène, dit Skatash en faisant tournoyer sa lance avant de prendre la position de combat. Maintenant, j'ai tout l'espace nécessaire. Et je n'ai pas à craindre que d'autres personnes soient prises entre deux feux. Skatash ? Bon sang, murmura Ladon. Je peux rester ici et combattre une folle, ou repartir et me faire tuer par un dragon dément. Sans laisser à Ladon le temps de murmurer, Skatash chargea, sa lance tendue pour transpercer. En réponse, Ladon injecta de la magie dans les barrières qu'il avait déjà érigées. Bien qu'il ne l'ait jamais affronté par le passé, nul dans le monde surnaturel n'ignorait l'habileté de Skatash au combat. Contrairement aux autres dragons maléfiques, Ladon disposait de très peu de moyens offensifs. Cependant, il était parfaitement capable d'infliger souffrance et douleur grâce à ses barrières. Skatash, quant à lui, était très efficace dans l'utilisation des runes pour détruire ou neutraliser la magie d'autrui. Comme pour le prouver, juste avant que la pointe de la lance de Skatash ne s'écrase sur la barrière qui la séparait de Ladon, la pointe de sa lance fut recouverte d'une rune. Puis, sans grande résistance, sa lance transperça la barrière. Cependant, comme Ladon s'y attendait, il accumula plusieurs dizaines de barrières entre lui et Skatash. Apparemment imperturbable, Skatash traversa au moins 3 douzaines de barrières avant que son élan ne soit interrompu. Au lieu de retirer sa lance pour une nouvelle frappe, Skatash lança sa main libre en avant. Au moment de la collision avec la barrière, 4 runes apparurent à sa surface. Puis, des fissures semblables à des toiles d'araignée apparurent sur la barrière avant qu'elle ne se brise comme les précédentes. Cependant, contrairement aux autres barrières, au lieu de se dissoudre en puissance magique, les fragments de la barrière restèrent solides et fusèrent vers Ladon, détruisant des dizaines d'autres barrières sur leur passage. « Que as-tu fait » demande Ladon, paniqué. « Comment est-ce possible ?»« J'ai placé 4 runes sur ta barrière » dit Skatash en reprenant sa course. La première a brisé la barrière et renforcé les éclats pour qu'ils ne se dissolvent pas. La suivante a ajouté de l'énergie cinétique aux éclats. Et la dernière a contrôlé le vecteur dans lequel il se déplaçait. En écoutant les explications de Skatash, Ladon se sentit quelque peu intimidé par son habileté avec les runes, ainsi que par la rapidité avec laquelle elle élabora un plan pour surmonter ces barrières après ne les avoir vues qu'une seule fois. Malheureusement, comme elle préparait également des contre-mesures aux tactiques de Skatash, elle réagit un peu plus lentement que d'habitude. Lorsqu'elle érigea ses barrières suivantes, Skatash n'était plus loin de lui que la distance que sa lance tendue pouvait couvrir. Zut, s'écria Ladon après avoir réalisé à quel point Skatash s'était approché pendant les quelques secondes qu'il avait prises pour réfléchir. Avant que Skatash ne puisse lancer sa lance, Ladon créa une petite barrière sur sa trajectoire, stoppant son élan. Puis, alors qu'elle marquait une pause, 2 barrières apparurent de chaque côté d'elle et commencèrent à se rapprocher. Ne voulant pas être écrasée entre les 2 barrières, Skatash fit un bond en arrière. Puis, en atterrissant, elle lança la lance en avant de toutes ses forces. En un instant, la lance de Skatash passa entre les 2 barrières et transperça celle qui la séparait de Ladon. Puis la pointe de la lance s'enfonça dans le corps de Ladon, semblable à un tronc d'arbre. « Gars » hurla Ladon de douleur. Alors que Ladon hurlait, la lance de Skatash revint dans sa main. Avant qu'il ne puisse se rapprocher, Ladon érigea plusieurs barrières supplémentaires devant lui. Comme précédemment, il créa des barrières pour entraver les mouvements de la reine guerrière et briser son élan.
Il se méfia également de la lance de Skatash qui volait au loin, créant ainsi plusieurs barrières qu'il pouvait déplacer pour intercepter sa prochaine tentative de lancer. Après avoir tenté en vain pendant quelques minutes de percer les défenses de Ladon, Skatash invoqua une seconde lance dans sa main libre. Puis, une lance dans chaque main, elle s'élança à nouveau. Grâce à ce second point d'attaque, combiné à la vitesse de Skatash, les barrières de Ladon étaient brisées plus vite qu'il ne pouvait les reconstituer. Même sa seule méthode d'attaque, tenter d'écraser son adversaire entre deux ou plusieurs barrières, était facilement neutralisée. Au bout d'une quinzaine de minutes, Ladon était couvert de coupures et du sang vert foncé coulait sur son corps semblable à un tronc d'arbre. Pendant ce temps, Skatash tournait autour de lui presque sans entrave, ajoutant blessure sur blessure. « Bon sang !» hurla Ladon après avoir reçu une nouvelle blessure. « Je refuse de mourir ici !» Tandis que Ladon criait, sa puissance magique atteignit un niveau encore jamais atteint. La puissance accumulée par Ladon était si immense que la barrière bloquant les 3 premiers cieux trembla un instant. Puis, une barrière, qui n'avait pas encore été érigée lors de cette bataille, apparut autour de Skatash. Cependant, Ladon ne remarqua pas le petit cercle magique qui apparut derrière Skatash au moment où la barrière bloquant les cieux se brisa. Lorsque Skatash réalisa qu'elle était prisonnière d'une barrière, sa première réaction fut de la transpercer de sa lance. Cependant, la barrière ne fut pas perturbée. Skatash tenta alors de la frapper à différents endroits avec des énergies variables. Au bout de quelques instants, elle comprit qu'il lui serait impossible de briser cette barrière de l'intérieur avec sa force. Ces observations lui permirent également de comprendre que le temps s'écoulait différemment à l'intérieur et à l'extérieur de la barrière. On dirait que le temps passe beaucoup plus vite ici, songea Skatash. Ce serait dommage si j'étais seul. Monde humain, Japon, Kuo. Quelques instants plus tôt, dans la chambre de Skatash, un loup gris de la taille d'un berger allemand gisait au pied du lit, les yeux clos. Cependant, lorsqu'un petit cercle magique, un cercle d'invocation, pour être précis apparut en dessous, le loup, Fenrir, ouvrit les yeux et rétrécit pour s'adapter au petit cercle magique. Le temps que j'ajuste sa taille, il n'était pas plus grand qu'un chiot. Puis, lui et le cercle magique disparurent dans un éclair de lumière. Ciel, 3e ciel. Saloperie, grommela Ladon après avoir piégé Skatash dans sa barrière. Les blessures de ses lances ne guérissent pas. Tandis que Ladon parlait, il s'efforçait de soigner les nombreuses blessures que Skatash lui avait infligées. Cependant, à son grand désespoir, rien n'y fit. Comme l'épée de Jacques le 6e sens, les lances de Skatash provoquaient des blessures incurables. Peu importe, dit Ladon. Une fois que j'aurai tué cette femme et détruit ses lances, ces blessures devraient vite guérir. Ladon profita alors de l'occasion pour observer Skatash, qui semblait se déplacer à une allure extrêmement lente. Puis, avec un sourire, il créa une barrière de chaque côté de Skatash. Impatient de la voir écrasée entre les barrières, Ladon les poussa l'une contre l'autre à un rythme très lent. Cependant, il fut confus lorsqu'il vit Skatash relever lentement sa lance, comme pour la lancer à nouveau. « Femme stupide, se dit Ladon. Penses-tu vraiment pouvoir briser ma barrière de l'intérieur » Hurlement. Avant que Ladon ne puisse se vanter davantage, un hurlement de loup se fit entendre. Soudain, derrière Skatash, un loup gris cendré de près de 10 mètres de haut grandit. Finissant de grandir, il brandit sa patte avant, brisant les 3 barrières qui entouraient Skatash sans la blesser le moins du monde. Il chargea alors Ladon, surprise, et planta ses crocs dans le dragon insomniaque. L'alternative audacieuse de Gaï, point. Dit calmement Skatash. Alors que la voix de Skatash retombait, Ladon se sentit soulevé du sol, incapable de bouger. Au même moment, Fenrir le lâcha et s'éloigna rapidement du dragon maléfique. Un instant plus tard, Skatash lança la lance de toutes ses forces. Conscient que quelque chose clochait, mais sans savoir exactement de quoi il s'agissait, Ladon érigea autant de barrières que possible dès qu'il fut soulevé et immobilisé. Cependant, ces barrières furent inutiles. La lance de Skatash les traversa sans résistance. Puis, la lance frappa le cœur de Ladon. Bien que sa mort fût imminente, Ladon ne mourut pas immédiatement. Comprenant cela, Skatash lança un autre sort. La porte de ski, dit Skatash tandis que sa puissance magique augmentait. Puis, dans le ciel derrière elle, une grande porte s'ouvrit. Lorsqu'elle s'ouvrit, une scène que Skatash connaissait parfaitement apparut de l'autre côté. « Pourquoi ne suis-je pas surprise ?» demanda Skatash en regardant la porte. On dirait que Luc tergiverse. Je me demande combien de temps il lui faudra avant de trouver un nouveau gardien du pays des ombres. En attendant, il semble que j'ai encore le droit d'autoriser l'entrée et d'emprisonner les âmes. Tandis que Skatash réfléchissait, Ladon fut aspiré par la porte avant de mourir. Puis la porte se referma et il disparut. Après que tout soit redevenu silencieux, Fenrir est redevenu à la taille d'un berger allemand et s'est approché de Skatash. « Merci » dit Skatash en caressant la tête de Fenrir. Tout en continuant à caresser Fenrir, Skatash ferma les yeux et élargit ses sens. On dirait qu'Irène a terminé son combat elle aussi. James et Setanta sont toujours engagés dans le combat. Maintenant, qui dois-je surveiller ? Chapitre 249, James, ta maladie s'aggrave-t-elle à nouveau ? Monde humain, Japon, Kuo. Dans le salon du domaine à Lavru, dès que le groupe de James arriva au 3e ciel, de nombreux résidents étaient présents. Même Janshiro décida de lui rendre visite. Ainsi, à leur retour, Tiago et les autres pourraient poser toutes les questions qu'ils souhaitaient sur le paradis.
Cependant, à la surprise générale, l'absence d'Issei et d'Asia fut un véritable choc. Penser qu'Isekai et Asia-chan pensaient que quelque chose était plus important que cet événement historique, a déclaré Tomo en mangeant quelques-unes des collations éparpillées dans la pièce. Eh bien, James Sampé a décidé de demander à Irina de les guider vers le paradis, dit Momo en souriant. Je me demande si Asia pourrait profiter de l'absence de l'ange qui bloque le coq. 2 paquets de biscuits disent qu'il n'ira pas, a déclaré Tsubasa, se joignant à la conversation. Cependant, avant que le plaisir ne puisse continuer, Reiya parla. Plus important encore, penses-tu que les autres vont bien au paradis, demanda Reiya, un peu nerveuse. Bien sûr qu'ils le sont, répondit Ria avec indifférence. Après tout, James est le plus fort des 3 factions. De plus, leur tendre une embuscade ne servirait à rien. Ria a raison, dit Sona en ajustant ses lunettes. Ce n'est pas ce qui m'inquiète, dit Reiya, la tension dans ses paroles ne diminuant pas le moins du monde. Alors, quel est le problème, demanda Akeno, perplexe. James souffre du syndrome du protagoniste, répondit Reiya. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Tout le monde resta silencieux un instant à la déclaration de Reiya. Un instant plus tard, cependant, tout le monde se mit à rire ou à ricaner. Lorsque les rires cessèrent, Ria s'approcha de Reiya et posa sa main sur l'épaule de l'autre fille. Tu réfléchis trop, Reiya, dit Ria avec un sourire. Sérieusement, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Ciel, 3e ciel. Après avoir séparé tout le monde grâce à sa magie, Univers 1, Irène se retrouva en collision avec Azida Aka. Cependant, au lieu de prêter attention à son ennemi, Irène déploya ses sens et scruta les environs. Eh bien, ajouter les principes de la magie démoniaque à mon ancienne magie est plutôt utile, dit Irène. J'ai seulement réussi à changer les sièges que j'avais choisis. C'est bien plus pratique que de tout changer, y compris le décor. Tandis qu'Irène analysait les changements de sa magie, Azida Aka observait elle aussi les alentours. Elle sentait que la magie utilisée lui était familière, mais elle n'arrivait pas à la définir, ni à la saisir. Ne s'en souvenant plus, elle décida d'arrêter d'y penser. Surtout qu'un ennemi se dressait devant elle. Tu m'ignores, demanda la tête gauche d'Azida Aka en regardant Irène. Je pense que oui, a déclaré le chef central d'Azida Aka. Elle l'est assurément, dit la tête droite d'Azida Aka. Sans plus attendre, Azida Aka créa derrière lui de nombreux cercles magiques issus de divers systèmes magiques. De chacun de ces cercles, des sorts offensifs de tous les éléments furent lancés sur Irène, apparemment inconsciente. Quand Irène remarqua les sorts arriver, elle matérialisa un bâton dans ses mains. Enchantement, réflexion magique, dit calmement Irène en regardant les sorts magiques approcher. Dès que les sorts furent à portée de son bâton, Irène commença à le faire tournoyer et à l'agiter pour chaque sort qui la touchait directement. Au même moment, elle posa une de ses bottes à talons hauts sur les nuages solides sous ses pieds. Puis, elle s'élança en avant, repoussant toujours les sorts, dont certains furent envoyés vers Azida Aka lui-même. Bien que surpris, Azida Aka ne s'affola pas en voyant Irène encaisser facilement son déluge de sorts. En réponse, il lança un sort défensif qui bloqua ses sorts sans subir de dégâts. C'était impressionnant, a déclaré le chef droit d'Azida Aka. Tu es plus fort que je ne le pensais, a déclaré le chef central d'Azida Aka. Mais pas assez fort, a déclaré la tête gauche d'Azida Aka. Décidant qu'il était inutile de répondre aux provocations d'Azida Aka, Irène continua de se frayer un chemin à travers le déluge de sorts magiques. Après quelques secondes, elle parvint enfin à atteindre le sort défensif qu'Azida Aka avait lancé pour se protéger de la magie réfléchie. Puis elle frappa son bâton contre lui. Enchantement, dissipation, dit calmement Irène. Alors que son bouclier se dissipait, les 3 paires d'yeux d'Azida Aka s'écarquillèrent. Au même moment, Irène rassembla une puissance démoniaque dans ses poumons et prit une profonde inspiration. Rugissement du dragon sage, dit Irène tandis qu'un cercle magique apparaissait devant sa bouche. Dès que le nom du sort fut murmuré, Irène cracha de sa bouche un rayon violet brillant de magie destructrice qui atterrit au centre de la poitrine d'Azida Aka. Ah! Les 3 têtes d'Azida Aka hurlèrent de douleur. Tandis qu'Azida Aka criait, Irène ne resta pas immobile. Au contraire, elle réduisit encore la distance qui la séparait du dragon maléfique. Puis, elle se remit à agiter son bâton. Incantation conceptuelle, tueur de dragons, dit calmement Irène en envoyant sa magie démoniaque dans son bâton. Après avoir ajouté un sortilège de tueur de dragon à son bâton, Irène sentit ses mains commencer à picoter. Cependant, au lieu de reculer, elle accentua ses coups et frappa Azida Aka aussi fort et sous tous les angles possibles. Après plusieurs dizaines de secondes à frapper Azida Aka avec son bâton, Irène sauta suffisamment haut pour atteindre la tête centrale d'Azida Aka. Elle termina ensuite son coup avant de frapper de toutes ses forces près de cette tête. Populaire. En raison de son poids et de sa taille relative, Azida Aka n'a pas été projeté par l'attaque finale d'Irène. Cependant, incapable de rester debout, il est tombé sur le côté, sa tête centrale heurtant le sol sans protection. Ses têtes gauche et droite, en revanche, ont réussi à éviter l'impact. Irène, quant à elle, atterrit près de l'endroit où elle se trouvait après la téléportation. Après l'atterrissage, elle réfléchit à nouveau en observant ses mains et annula les enchantements de son bâton. En observant attentivement ses mains, elle remarqua de légères brûlures aux paumes et aux doigts. Pas assez pour entraver ses capacités de combat, mais suffisamment pour attirer l'attention. On dirait que je ne peux toujours pas utiliser ce sort sans subir de dégâts, murmura Irène.
Mais ce n'est pas aussi grave qu'avant ma réincarnation. Je devrais peut-être commencer à porter des gants quand je me bats. Elle se souvint alors qu'elle pouvait utiliser sa magie du chasseur de dragons. Une capacité qu'elle avait perdue sous sa forme humaine depuis qu'elle l'avait transformée en dragon. Malgré cela, elle ne possédait qu'un seul sort du chasseur de dragons, rugissement du dragon sage. La magie du chasseur de dragons sage n'était pas un mélange de magie et d'arts martiaux comme les autres formes de magie du chasseur de dragons. Elle avait été créée pour améliorer la déjà formidable compétence d'Irène en magie d'enchantement. Tandis qu'Irène examinait les résultats de sa magie, Azida Aka parvint à se ressaisir et à se relever. Lorsqu'il regarda Irène, la colère brûlait dans ses yeux. Cependant, il ne savait pas comment accueillir sa réponse. Le fait qu'Irène puisse dévier, refléter ou dissiper sa magie le laissait perplexe. « À quoi je pense ?» a demandé le chef central d'Azida Aka. « Pourquoi suis-je si obsédé par la magie ?» demanda la tête gauche d'Azida Aka. « Je vais la battre à mort », avait déclaré le bras droit d'Azida Aka. Dès qu'il est arrivé à cette conclusion, Azida Aka a attaqué avec colère. Remarquant que son ennemi bougeait à nouveau, Irène cessa son introspection. Puis, elle reprit une posture de combat avec son bâton, se préparant à affronter un nouveau déluge de magie, Azida Aka étant réputée pour sa maîtrise de la magie. À la surprise d'Irène, Azida Aka ne décida pas de se lancer dans un combat magique. Il utilisa plutôt son imposant corps de dragon. Une fois à portée, Azida Aka stoppa son attaque, pivota sur lui-même et frappa Irène de sa queue. Les yeux d'Irène s'écarquillèrent et elle sauta rapidement sur la queue. Cependant, alors qu'elle était en l'air, elle vit la tête gauche d'Azida Aka s'approcher, bouche bée. Au lieu de paniquer, Irène déploya simplement ses ailes de dragon. Puis, dans une explosion de puissance démoniaque, elle s'écarta de la trajectoire de la tête. Elle fondit alors de nouveau et abattit son bâton sur la tête gauche d'Azida Aka, avant d'esquiver une de ses griffes. La tête médiane d'Azida Aka se rapprocha ensuite, qu'Irène esquiva également. Moins d'une seconde plus tard, la tête droite tenta à son tour de dévorer Irène. Cependant, au lieu d'esquiver cette fois, Irène prit une grande inspiration et vomit un autre rugissement du dragon sage. Cette fois, directement dans la bouche de la tête droite d'Azida Aka. Ah, a crié le chef du centre et de la gauche, Azida Aka. La tête droite d'Azida Aka avait également envie de hurler. Malheureusement, le souffle meurtrier du dragon causa cette fois des dégâts bien plus importants. Bien que la douleur du premier souffle d'Irène fût intense, Azida Aka possédait de solides écailles pour atténuer une grande partie des dégâts. Mais avec les dégâts infligés à l'intérieur de son corps, à la chair beaucoup plus tendre de sa bouche et de sa gorge, l'agonie d'Azida Aka atteignit un tout autre niveau. Alors qu'Azida Aka luttait contre la douleur, Irène atterrit une fois de plus sur le sol et commença à analyser ses capacités. « On verra bien », dit Irène en repensant à la conversation précédente. « Je suis un peu plus forte qu'avant. Du moins sous ma forme humaine. Je suis plus rapide aussi. Bon, je crois que je ferais mieux d'essayer la forme de dragon maintenant. » Après avoir dit cela, le corps d'Irène commença à s'élargir, puis sa tête à s'allonger. Des écailles commencèrent à se former et ses vêtements à se déchirer. Tandis que la douleur d'Azida Aka s'apaisait, elle remarqua la transformation d'Irène, les yeux écarquillés. Dès le début, la magie d'Irène lui semblait familière. Cependant, jusqu'à ce qu'elle la voie se transformer en dragon, elle ne parvint pas à reconstituer les pièces du puzzle. Irène Belserion, hurlèrent tous les chefs d'Azida Aka. Tu devrais être morte, tuée par ton propre royaume. Il semble que vos informations soient incorrectes, dit Irène, sa voix sonnant encore plus bestiale sous sa forme de dragon. Irène mesurait un peu moins de 12 mètres et portait des écailles de la même couleur que ses cheveux, recouvrant la majeure partie de son corps. Sur son ventre, des écailles plus claires, couleur chair, avec 3 paires de pointes dépassant de sa mâchoire inférieure. Au-dessus de ses yeux rouges, une paire de marques à l'air sombre, et 3 paires d'ailes emplumées sur son dos. Avant qu'Azida Aka ne puisse réagir davantage, Irène se précipita en avant, la griffe droite serrée en poing. Puis, arrivée à proximité, elle frappa la tête centrale à la mâchoire. Une fois de plus, les pensées d'Azida Aka ralentirent, le cerveau de l'une de ses têtes étant secoué. Puis, elle enroula ses griffes autour de ses coups gauche et droit et commença à serrer. Un instant plus tard, elle attaqua pour la 3e fois. Rugissement du dragon sage, dit Irène en lançant son souffle au visage du boss central. Cette fois, l'attaque de souffle était d'une ampleur différente. Au lieu d'un simple rayon de magie destructrice, la forme conique captura la majeure partie du corps d'Azida Aka, à l'exception des têtes gauche et droite. Dès que l'attaque de souffle cessa, Irène se précipita et mordit Azida Aka au milieu du cou, puis déchaîna rugissement du dragon sage. Ah! Les têtes gauche et droite d'Azida Aka hurlèrent de douleur. Cependant, le boss central resta silencieux. Alors qu'Azida Aka était abasourdi et incapable de bouger correctement en raison du choc, Irène leva sa griffe droite, libérant ainsi le cou gauche d'Azida Aka. Enchantement, percé, dit doucement Irène, les crocs encore enfoncés dans la chair d'Azida Aka. Irène enfonça alors ses griffes, désormais brillantes, dans la poitrine d'Azida Aka, provoquant un nouveau hurlement de tête. Un instant plus tard, Irène retira sa griffe de la poitrine du dragon maléfique, tenant un grand cœur dans ses mains. « Je suis définitivement satisfaite du coup de pouce que m'a donné le fait de devenir un démon », a déclaré Irène en libérant Azida Aka.
Après avoir libéré Azida-aka, Irene recula d'un pas soudain, le sol trembla tandis que le corps sans vie d'Azida-aka s'effondrait. Un instant plus tard, Irene plaça le cœur et le reste du corps d'Azida-aka dans son espace de stockage magique. Ça ne sert à rien de laisser ça ici, dit Irene en reprenant sa forme humaine. Un instant plus tard, elle était de retour, nue. Après un moment, elle fit apparaître rapidement de nouveaux vêtements avant de poursuivre. Le steak de dragon est l'un des mets les plus fins. Je me demande quel goût il aura après que James l'aura grillé. Chapitre 250, la fin de l'éclipse. Enfer, territoire de Satan, domaine du Léviathan. Ce Raphaël venait de rentrer d'une réunion avec les autres grands Satans et était de très bonne humeur. Elle venait de faire un saut dans un magasin pour acheter le dernier numéro de son hebdomadaire de manga préféré. À sa grande surprise, James venait de sortir un nouveau manga sans l'en avertir. La dernière fois que Jae-kun ne m'a pas dit qu'il sortait quelque chose de nouveau, c'était Sailor Moon, s'exclama ce Raphaël, tout excité. Est-ce que ça veut dire que le nouveau manga de Jae-kun est une autre histoire de Magical Girl? Jae-kun a-t-il enfin pris conscience de la vérité de ce monde? La vérité, c'est que mignon, c'est justice. Alors que ce Raphaël arrivait à la fin de son monologue, elle prit la pause. Une pause qu'elle préparait pour le spectacle de Magical Girl sur lequel elle travaillait depuis quelques mois. Malheureusement, avec tous les événements du monde surnaturel, les progrès étaient plus lents qu'elle l'aurait souhaité. Avec ça, je trouverai peut-être plus d'inspiration pour mon propre projet, dit ce Raphaël, tenant le magazine manga comme s'il s'agissait d'un texte sacré. Maintenant, montre-moi l'excellence que j'attends de toi, Jae-kun. En feuilletant la première page du dernier ouvrage de James, ce Raphaël ne put s'empêcher de lire le titre permissif. Puis la magie Madoka, lut ce Raphaël, les yeux brillants. Ainsi, à chaque case lue, ce Raphaël appréciait de plus en plus ce qu'elle voyait. Le rêve de Madoka, la fille du rêve transférée à l'école de Madoka, tout ce qu'elle lisait correspondait aux critères que ce Raphaël appréciait le plus. Malheureusement, le chapitre s'est terminé avant que l'histoire puisse véritablement commencer. D'après les souvenirs de James, l'anime puis la magie Madoka Magica ne comptait que 12 épisodes, et James a ensuite trouvé le moyen de diviser chaque épisode en 3 chapitres. On ignorait si certains épisodes seraient divisés en plus ou moins de chapitres au fil de la série. Quoi qu'il en soit, il savait que cette série laisserait les fans de Magical Girls perplexes. Peu après la fin de la lecture du chapitre, ce Raphaël, baigné par la lueur, vit un cercle de communication magique apparaître près de son oreille droite. En regardant le cercle magique, elle fut surprise d'y voir la marque de Greffia. Greffia-chan, demanda ce Raphaël d'un ton rhétorique. Je me demande si quelque chose ne va pas. Injectant une certaine puissance démoniaque dans le cercle magique, ce Raphaël répondit énergiquement à l'appel. Greffia-chan, que s'est-il passé, demanda ce Raphaël d'un ton enjoué. Léviathan peut-il faire quelque chose pour toi? Dame Léviathan, bonjour, répondit poliment Greffia. Je ne vous ai pas appelé pour vous demander quoi que ce soit. Je vous ai appelé pour vous présenter quelqu'un. Quelqu'un qui souhaite rejoindre un noble. Oh. L'intérêt de ce Raphaël s'évanouit aussitôt. Je pense que je vais rencontrer cette personne, mais si elle ne correspond pas à mes attentes, je n'y peux rien. Je comprends, répondit calmement Greffia, attendant sa réponse. Alors, j'informerai le seigneur Shuzen de votre intention de nous rencontrer. Endurez. Ce Raphaël interrompit Greffia, qui cherchait à se souvenir où elle avait entendu ce nom. Seigneur Shuzen? Comme le chef du clan des vampires Shuzen? C'est exact, répondit Greffia. Il pourrait être un bon choix, murmura ce Raphaël. Puis, avec un grand sourire, elle poursuivit, je le retrouverai dès que possible, dit ce Raphaël. Il est chez Jae-kun, dans le monde des humains, n'est-ce pas? Ciel, 3e ciel. Seu Shulin, qui courait vers Apophie avant la téléportation, ne ralentit pas une fois celle-ci terminée. Après avoir remarqué qu'Apophie était désorienté et pris au dépourvu par la téléportation, il comprit que c'était une bonne décision. Lorsqu'Apophie remarqua l'approche de Seu Shulin, ce dernier avait déjà bondi, à peu près à la hauteur de ses yeux. Il enfonça alors sa lance dans l'œil du dragon maléfique, sur son front. Réagissant promptement au coup, Apophie inclina la tête, manquant l'œil de la lance. Cependant, la lance, imprégnée de l'énergie démoniaque de Seu Shulin, ouvrit une entaille dans les écailles noires du front d'Apophie, le faisant saigner. Rugissement, rugit Apophie de douleur. Avant que Seu Shulin ne puisse retrouver son équilibre après l'atterrissage, une ombre noire se dirigea vers lui. Se préparant et plaçant sa lance devant lui pour se défendre, Seu Shulin fut écrasé et projeté en l'air. PFFF, gémit Seu Shulin sous la force de l'impact. Atterrissant dans les nuages, il glissa en arrière, laissant 2 tranchées dans la couche nuageuse. Seu Shulin sentit ses bras s'engourdir sous la force de l'impact. Heureusement, sa lance était intacte. Évaluant l'état de son corps après s'être défendu de cette attaque, Seu Shulin leva les yeux et vit la queue d'Apophie revenir à sa place derrière le dragon maléfique. Un coup de fouet, hein, murmura Seu Shulin. Si le maître avait vu que j'avais oublié ça, j'aurais eu des ennuis. En pensant au châtiment qu'il allait devoir endurer, Seu Shulin frissonna un instant. Puis, il resserra sa prise sur sa lance et adopta sa posture de combat. Un instant plus tard, il s'avança pour affronter à nouveau Apophie. Cette fois, l'attention d'Apophie se porta d'emblée sur Seu Shulin, afin de ne pas être à nouveau pris au dépourvu.
Au lieu d'attendre l'approche de Séuchulin, les gemmes qui bordaient le corps d'Apophie commencèrent à briller d'une lueur argentée plus intense. Puis, des ombres commencèrent à se répandre dans toutes les directions autour d'Apophie. Avec Apophie comme centre, un dôme d'ombre se forma, enveloppant Séuchulin. Drogue, dit Séuchulin en brûlant son énergie démoniaque. Je ne savais pas qu'il pouvait avaler la zone si vite. Il n'était pas aussi rapide quand il a combattu James aux enfers. Et un rire terrifiant, venant de partout, résonna dans le domaine des ombres. Puis, la voix d'Apophie se fit clairement entendre. Pourquoi irais-je jusqu'à ce point alors que je n'étais pas la cible principale de ce monstre? Même si James est un monstre, laisser son camarade s'épuiser ainsi est une décision plutôt stupide, n'est-ce pas? Demanda Séuchulin en développant sa détection de présence. Séuchulin a non seulement étendu sa détection de présence, mais une paire de runes a également été jetée dans ses yeux, lui permettant de voir partiellement à travers les ombres produites par Apophie. Mon camarade? La voix d'Apophie résonna de nouveau dans toutes les directions. Grandel était une brute grossière et stupide. Il valait mieux qu'il soit mort. Putain, avec des amis comme toi, qui en a besoin? Ouf, commença à répondre Séuchulin avant d'être interrompu et projeté à travers le domaine obscur. Zut, dès que je l'ai trouvé, j'ai été bluffé, pensa Séuchulin en s'ajustant dans les airs. Coïncidence ou intention? Je vais devoir le découvrir. L'attaque perturba légèrement la concentration de Séuchulin. Heureusement, son champ de détection de présence ne fut pas trop perturbé. Puis, un instant plus tard, Séuchulin rencontra à nouveau Apophie. Et juste à ce moment-là, il sentit une longue queue l'attaquer. Cette fois, avec plus de temps pour réagir, Séuchulin souleva Gaebolg. Puis, il le fit retomber de toutes ses forces. Siffler. Populaire. Rugir. Bien qu'il ait réussi à frapper la queue d'Apophie, Séuchulin fut à nouveau projeté dans les airs. De plus, contrairement à la fois précédente, Séuchulin subit des dégâts bien plus importants que s'il avait riposté. Il sentait qu'au moins 3 de ses côtes étaient brisées. Si cela ne suffisait pas à l'empêcher de se battre, la douleur était indéniablement insupportable. Zut, j'ai mal évalué la distance, murmura Séuchulin. Je pensais lui couper la queue. Au lieu de ça, il tient encore. PFFF. Le maître va me faire vivre un enfer. Au lieu d'attendre qu'Apophie passe à l'action, Séuchulin courait déjà dans la direction d'où venait le rugissement. Il réalisa qu'Apophie n'avait pas quitté son emplacement, même après leur blessure. Putain de brute, hurla Apophie. Son style de combat manque cruellement de subtilité. Juste de la force brute, comme cet idiot de Grandel. Es-tu stupide, ou fais-tu semblant? Cria Séuchulin en sautant dans les airs, sa lance prête à frapper une fois de plus. Tu crois qu'une technique de lance complexe fonctionnerait sur un fils de pute aussi costaud que toi? Comme la dernière fois, Séuchulin visa l'œil central d'Apophie. Et comme la dernière fois, Apophie pencha la tête pour échapper à l'attaque. Cependant, contrairement à la fois précédente, Séuchulin déploya ses ailes démoniaques. Dans un sursaut de vitesse, Séuchulin apparut sous le menton d'Apophie et pointa sa lance vers le ciel. Une fois de plus, Apophie rugit. Cependant, ce rugissement ne témoignait pas de douleur, mais d'irritation. Ah, qu'est-ce qui ne va pas, Apophie? Demanda Séuchulin d'un ton moqueur en frappant Apophie sous différents angles. Ce petit démon te harcèle? Je vais te tuer, rugit Apophie. Au cri furieux d'Apophie, il concentra son aura autour de lui. Ce faisant, Séuchulin réalisa que les ombres dans cette zone devenaient corrosives. Fort de cette constatation, Séuchulin s'éloigna rapidement du dragon enragé. Il m'a fallu beaucoup d'efforts pour m'approcher, dit Séuchulin, déçu. Maintenant, je dois me battre pour survivre. Non, je crois que je vais utiliser ça. Commençant à brandir sa lance comme la meilleure majorette d'un orchestre, Séuchulin s'arrêta enfin et prit position. Puis, il bondit dans les airs et chargea sa lance de toute l'énergie démoniaque qu'il put. Gaebolg, lance de meurtre en croissant, point. Dit calmement Séuchulin. Puis, il lança la lance de toutes ses forces. Un instant plus tard, la lance pénétra dans la zone hautement corrosive entourant Apophie, et la traversa sans encombre. Quoi? Comment est-ce possible? Murmura Apophie, choquée, en regardant la lance volante s'approcher. Boum! Dès que la lance toucha le cou d'Apophie, l'énergie démoniaque que Séuchulin y avait investie explosa. L'explosion engloutit la majeure partie du corps d'Apophie, détruisant le domaine d'ombre et étouffant ses cris de douleur. Lorsque l'explosion cessa, Gaebolg se tourna vers Séuchulin et le rattrapa facilement. Après avoir sécurisé sa lance, Séuchulin observa la silhouette ensanglantée et meurtrie d'Apophie. Plusieurs de ses écailles étaient brisées ou arrachées. 2 de ses 3 yeux étaient clos. Une grande mare de sang gisait sous la silhouette imposante d'Apophie. Le plus révélateur de la puissance de l'attaque était la large ouverture sur le côté du cou d'Apophie, là où la lance avait percuté le corps. Au revoir. Séuchulin claqua la langue en voyant le trou dans le cou d'Apophie. J'ai raté mes 3 tentatives pour viser le 3e œil. Si c'est le cas, nous intensifierons ton entraînement jusqu'à ce que tu ne perdes plus. La voix de Skatash résonna juste derrière Séuchulin. Maintenant, dépêche-toi de terminer ton combat. Pour calmer son cœur battant, Séuchulin s'approcha d'Apophie. Pendant ce temps, Apophie, de son œil unique et actif, fixait Séuchulin avec haine. Pourtant,
Il n'avait aucune intention de le supplier de le laisser en vie. Au contraire, il trouvait quelque chose de beau dans un héros vainquant le dragon maléfique. Eh bien, c'était amusant, dit Seu Chulin en adoptant la meilleure position pour pousser. Gaebolg, lance barbelée qui transperce la mort. Lorsque le nom de la technique fut invoqué, la puissance magique dans l'air se figea. Seu Chulin fit alors un pas en avant. L'instant d'après, Gaebolg fut projeté dans le cœur d'Apophie. Au même moment, la quasi-totalité de l'énergie démoniaque restante de Seu Chulin était épuisée. Pampan. Utiliser ces deux attaques successivement demande un effort considérable, même maintenant que je suis au niveau dieu inférieur, dit Seu Chulin d'une voix hésitante, s'appuyant sur sa lance. Si ton contrôle de l'énergie était plus précis, tu ne subirais pas autant de pression, dit calmement Skatash en s'approchant de nouveau de Seu Chulin. Et si tes côtes n'étaient pas brisées, tu n'aurais pas besoin de dépenser autant d'énergie pour continuer à te battre. Oui, maître, répondit Seu Chulin, la tête baissée. Maintenant, retournons aux autres, dit Skatash en se retournant pour combattre les dragons maléfiques produits en masse. Les autres ne devraient pas avoir de problème, mais cet événement sera terminé beaucoup plus rapidement si nous leur offrons notre aide. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.